Le podcast est présenté par ERA, Electronic Recycling Association. C'est pas la première fois qu'ils commanditent un podcast. On les remercie beaucoup. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent vos vieux appareils électroniques puis ils les recyclent et ils les passent au suivant, en fait, pour des gens dans le besoin, soit des étudiants qui en auraient besoin pour travailler, des gens qui en auraient besoin pour travailler de la maison, faire du télétravail. En ce moment, on a besoin de s'entraider et faire en sorte que les gens dans le besoin puissent avoir accès à ce genre d'appareil-là pour pouvoir travailler et fonctionner. Oui, durant le premier confinement, en fait, il y a eu au-dessus de 1200 demandes de matériel pour l'Electronic Recycling Association. Fait que c'est 1200 personnes qui se sont mis à soit étudier à la maison ou travailler à la maison, qui avaient besoin de matériel électronique, mais qui n'avaient pas accès, en fait. Donc, allez voir ça. Si vous avez du matériel électronique puis vous voulez le passer au suivant, n'ayez crainte. Ils assurent d'effacer et de détruire physiquement les données. Fait que ça veut dire que si vous avez vos mots de passe sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et que vous voulez donner votre matériel sans risquer de transmettre ces données-là, eh bien, inquiétez-vous pas pour ça. Vous pouvez vous diriger au era.ca pour avoir plus d'informations ou si vous voulez planifier une cueillette, j'ai un numéro de téléphone ici pour vous, c'est le 1-877-939-2783. Donc, merci beaucoup à la gang de ERA de nous encourager. Yes. Donc, c'est ça. Allez regarder dans vos garde-robes, un petit peu partout, s'il y a des vieux appareils électroniques qui traînent. Et aussi à votre bureau. Tu sais, des fois, au bureau, il y a des ordinateurs qu'on n'utilise plus, tout ça. Les appareils électroniques, ben, au lieu qu'ils restent là, ou même, il ne faut pas les jeter, bien sûr, on les donne à ERA. Alors, merci beaucoup. Yes. Oh yeah. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Petit message pour dire que si vous voulez partir votre propre podcast ou amener lui que vous avez à un autre niveau, on loue le Studio SF, Sans Filtre podcast à gmail.com pour plus d'infos. Sinon, Dom, cette semaine. Cette semaine, toujours plaisant de discuter avec notre amie. Léa Clermont-Dion. On avait le goût de la revoir. Elle vient d'avoir un nouveau bébé. Une petite fille qui est super cute d'ailleurs. Vous allez la voir pendant le podcast. Ouais, vous allez la voir pendant le podcast. Une fille super intelligente, super éloquente, super agréable à discuter. On avait envie aussi de parler de l'affaire Elisabeth Rioux. On a beaucoup parlé dans la dernière semaine. Nous, on n'avait pas encore parlé sur le podcast, donc on voulait l'adresser, ce qu'on a jugé, puis surtout, en fait, d'utiliser ça comme opportunité, comme prétexte pour ouvrir le débat sur ce qui se cache derrière cette affaire, c'est-à-dire comment qu'on perçoit, comment qu'on traite les personnes qui dénoncent pour la victime la violence conjugale, comment qu'on deal avec ça, puis comment qu'on a parfois, sans s'en rendre compte, peut-être de la misogynie intériorisée ou quelque chose comme ça. Donc, c'était un grand plaisir, une super belle conversation avec Léa. Yes, fait que participez à la discussion, laissez des commentaires, thumbs up, rating sur toutes les plateformes où est-ce que vous nous écoutez, vous savez, le tralala. Aussi, abonnez-vous à notre page Patreon où est-ce qu'après chaque podcast, on en discute dans le Encore moins de filtres. Pour seulement 3$ par mois, vous avez accès à tout ça. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Allô Léa! Hey! Comment ça va? Tellement bien. Tellement bien? Mais je suis vraiment contente de vous voir, puis je me dis, il faudrait que je leur dise, je vous aime. Comme j'aime ce que vous faites, j'aime ce que vous êtes. Je suis tellement contente d'être là. Crème, merci. Mais c'est réciproque. Nicole, tu mettras ça dans la bande-annonce. Non, mais je me suis dit que des fois, je pensais des affaires, je le disais pas, puis c'est bon de dire les choses, je pense. Ouais, t'as raison. Choses. T'as raison. J'ai eu cette idée-là qui m'a passé par la tête l'autre fois où est-ce que j'écoutais le nouveau clip de Claudia Bouvette puis je me suis dit, Chris, c'est hot, c'est cool, tu sais. Puis là, je me suis dit, je vais prendre la peine d'y écrire, de dire, hey, c'est hot ton clip parce que il y a tellement de négatifs qui nous entourent puis on reçoit tellement, les messages négatifs, on les reçoit beaucoup, mais de prendre la peine de faire, hey, check, ça, c'est cool, j'aime ça, félicitations, puis thumbs up, tu sais. Oui. Puis t'as-tu bloqué?
Ah, bam! Son compte a disparu. Est-ce qu'ils sortent ensemble maintenant? C'est ça, c'est la suite des choses. Mais oui, effectivement, tu sais, puis on en parlait juste avant le podcast, c'est tellement une année qui est tough sur plein d'affaires que quand tu sens du positif, de le dire. Oui. Je pense que c'est une bonne façon de voir ça. Bien, je pense, puis on dirait que j'ai changé d'attitude, moi, par rapport à ça, parce que je gardais ça pour moi, mais je le pensais, puis je me disais, ah, c'est évident, ça, eux, je les aime, c'est évident. Non. Puis d'écrire, effectivement, ça aussi, j'ai fait ça comme en voyant des projets, en entendant les gens, puis je suis comme... Les gens sont très surpris quand tu écris à quelqu'un pour lui dire, hey, c'est bon, ça, bravo, tu sais, c'est cool. Puis finalement, c'est positif. J'ai comme envie d'aller vers la bienveillance. Moi aussi, je fais plus ça maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené à faire plus ça? Je sais pas, mais tu sais, mettons juste voir de quoi passer, puis au lieu de juste garder la pensée pour toi, comme vous dites, l'exprimer. Tu sais, mettons, quand je trouve ton bébé cute, ben je dis cute. juste pour dire que... Lancer un peu de bon, là. Ouais, lancer un peu de positivisme. Ouais. Ben, je pense qu'on est tellement comme dans les polarisations que ça fait juste du bien, tu sais, d'humaniser tout ça, puis de sortir un peu des chicanes. Là. Je suis un peu tannée. Là. Il y a beaucoup de chicanes en 2020. Oh my God! C'est quoi? Mercure rétrograde? Il y a quelque chose. Ça doit être ça, là. T'es pas la première personne qui me mentionne ça. Ça doit être ça. Mais toi, tu tiens-tu le coup, mettons, ton 2020? Ouais, vraiment. Mais ça a été difficile. Je le cacherai pas. C'était rough. Après un an de congé de maternité, là, moi, j'étais à bout. Puis j'aime beaucoup mon fils, mais j'étais comme, tu peux aller à la garderie, ça va être correct. T'avais le goût de sortir dehors. J'avais le goût de sortir dehors, j'avais le goût de faire la fête, j'avais le goût de voir des amis. Tu sais, je veux dire, j'ai 29 ans, là, j'avais le goût de vivre. Ouais. Et finalement, tu sais, comme une semaine après qu'il commence la garderie, on revenait du Portugal, mon chum puis moi, puis confinement, puis il commençait la garderie. Ouais. Puis là, moi, j'étais comme, je peux pas croire. Dans 2 semaines, il va recommencer. J'étais à bout, j'étais plus capable. Puis finalement, ça a été 6 mois plus tard. Puis aussi, je suis tombée enceinte. Bon, c'était un petit peu une surprise. Tu sais, j'étais comme pas prête à tout ça, là. Ouais. Vraiment pas. Puis c'était rough de m'occuper de mon fils temps plein. Je vous dirais, c'est beaucoup d'énergie. Puis je voulais vraiment la garderie. Ouais. Mais ça m'a affectée. Mais en même temps, je pense que j'ai appris la résilience cette année beaucoup. Puis d'accepter. Puis finalement, ça a terminé un peu... ma grossesse avec le fait que j'ai attrapé la COVID à l'hôpital, puis 2 semaines en confinement toute seule avec ma fille, que pour vrai, là, ça, c'était le summum de la marde. Ça devait être intense, là, ouais. Oh my God, je veux dire, c'est fou, là. C'est vraiment fou ce que j'ai vécu. Raconte-nous donc, tu l'as attrapé après avoir accouché ou... Je sais pas. Je pense que non, je l'ai attrapé avant d'accoucher parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que à 1 heure ou 2 après avoir accouché, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre puis qui m'a dit excuse, t'as le COVID. Fait qu'on on te change de pièce. Fait que tu l'avais avant d'arriver à l'hôpital. Oui, mais tu sais, comme après que tu as accouché, là, t'es carrément pas là, t'es physiquement à terre. Je veux dire, je venais d'avoir une poussée extrêmement douloureuse parce que ma fille était mal placée, puis ça j'ai jamais eu mal de ma vie comme ça. J'ai jamais forcé, j'étais épuisée. C'était pas comme mon premier accouchement où c'était plus doux, smooth et tout. Puis ils m'ont juste comme... J'étais en choc total parce que c'est comme, tu veux pas être covidé là, dans un hôpital parce que j'ai peut-être contaminé des gens, j'ai contaminé toutes les tâches, puis c'était avant la 2e vague, là, entre guillemets. Puis le fait de t'amener dans une pièce enfermée avec ton bébé, qu'il y avait un ventilateur, puis mon chum, il m'a dit que c'était à 63 décibels, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ultra fort, ultra agressant, là, comme c'était à rendre fou, là. Mon chum est parti à un moment donné, il était plus capable, là. De toute façon, il fallait qu'il quitte pour s'occuper de mon fils. Mais être enfermé après avoir accouché. 2 semaines, ouais. Ben, 2 jours à l'hôpital comme tel. Puis après, mais là, tu as peur de contaminer tout le monde. Tu as peur de contaminer ton fils. Je pouvais pas prendre mon fils de 18 mois. Je pouvais pas donner un câlin à mon chum parce qu'il était pas contaminé. Pas donner un câlin à son chum après avoir accouché pendant 2 semaines. C'est tough, tu sais. C'est sûr. Puis c'est l'une des plus grandes épreuves de ma vie. Je le dirais vraiment simplement. Puis c'est pas pour faire pitié, c'était difficile. Un accouchement, c'est tough. De base. Accouchement qui va bien, c'est tough. C'est exactement. Fait que, on s'entend que moi, accoucher, là, c'est pas mon plaisir. Mais j'avais demandé l'épidurale, ça m'a fait du bien. Non, mais là, tu sais, regarde. L'acte d'accoucher, c'est vraiment la chose qui te motive. Là. Après ça, avoir des enfants, c'est moins hot. Tu sais, la grossesse, c'est moins hot. Ouais, non, mais anyway, mais c'est ça. Fait que, puis je suis pas quelqu'un de stressé. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, je vais accoucher, ça va être le fun, blablabla.
Puis finalement, là, c'était comme une grosse tape au visage. Puis c'est comme résilience. Allez, tu es capable. Mais j'étais... Tu sais, j'ai demandé des Valium. Je le dis honnêtement parce que c'était fou raide. Puis après ça, ben finalement, ça s'est calmé. Puis tout a repris son cours. Puis là, mais en même temps, tout a repris son cours étrangement en crise. Là. Ouais. C'était pas comme après ces 2 semaines-là, c'est genre, hey, on... Enfin, tu sais, libéré là, de toute. Au moins, avoir un bébé naissant, t'es déjà un peu confiné à la base. Oui, exactement. Puis, tu sais, là, après, c'est les nuits blanches. Puis, c'est là que tu rentres dans un autre sprint. Puis, il y a eu le confinement. Puis là, mes parents pouvaient pas venir le voir. Personne ne pouvait venir me voir. C'était très étrange. Tout ça est étrange. Mais je suis ici aujourd'hui. Mais J'ai pris une douche. Je me suis entraînée ce matin. Donc, tout va bien. Okay. Bon. Est-ce que... est-ce que tu sens que tu as besoin d'un break, même si on est en break depuis si longtemps? Mettons, si le monde roulait comme il roulait avant, est-ce que tu partirais en voyage, en vacances avec ta famille? Non. That's it, non? Pas de voyage pour moi, pour un bout, honnêtement, parce que le décalage horaire avec des petits bébés, c'est rough. Quoi que je regardais, tu sais, comme le show de Magali Lépine-Blondeau en Sicile, puis j'étais comme, waouh, j'ai le goût, mon chum est italien, j'aimerais bien y aller, mais non, par contre, je continue à travailler. Moi, ça me fait du bien travailler, ça me fait vraiment du bien, créer, faire des projets. J'ai été super créative malgré tout. Ah ouais? Ouais, malgré tout. J'ai comme développé 2 projets de films, j'étais comme dedans, là. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, moi, ma créativité est gone complètement. Depuis le confinement, là, je suis plus capable de rien créer, mettons. Là. Mais tu fais beaucoup, je trouve, quand même, en intervenant comme ça avec ton podcast. Ouais, mais c'est pas nécessairement de la création à proprement parler, là, mettons, ce qu'on fait au podcast, là, c'est... Ben, I guess que oui, sauf que, mettons, plus concrètement, là, de la création, mettons, m'asseoir devant mon ordi et travailler sur mon mémoire de maîtrise, là, c'est quelque chose de plus artistique. Fini, là. Je suis pas capable de faire ça. C'est tough. Toi, ta créativité? Ah, moi, ma créativité, elle va bien ce temps-ci. Ouais. Ouais? Moi, j'ai comme pogné un beat où est-ce que, mettons, une moitié de la semaine, je suis dans un mindset, on fait des podcasts, puis on travaille sur le studio, puis tout ça. Puis l'autre moitié de la semaine, je travaille sur de la musique. Puis ce temps-ci, il y a comme plein de projets super le fun qui m'arrivent, puis c'est super cool. Dans le fond, moi, le confinement, ça m'a comme forcé d'arrêter de faire ce que ça me tentait déjà plus de faire, dans le fond. Fait que là, j'ai plus de temps pour me mettre dans des projets vraiment créatifs, puis vraiment le fun. Puis je travaille avec plein de nouveaux mondes que j'estime vraiment beaucoup. Puis c'est full stimulant, c'est full le fun. Fait que je suis bien content. C'est fun quand... Mais je pense, PH, là, pour vrai, tu devrais pas te sentir coupable de ça. Ah, je me sens pas coupable du tout, là. OK, Non. Il y a des moments, des déserts, J'ai juste une couple de conversations plus plates avec, mettons, avec ma directrice de maîtrise, avec Sophie. Puis, tu sais, ben, c'était pas plate au sens où elle a tout à fait compris qu'en ce moment, il y a comme plein d'affaires qui se passent dans ma vie autres que mon mémoire. Puis là, c'est comme ça prend le bord un peu parce que j'ai pas cette motivation-là, mais je me sens pas coupable nécessairement. Parce que je sais que ça va arriver, que je vais le finir éventuellement. Puis tu sais, t'es pas le seul. Là. Il y a plein d'autres étudiants. C'est ça qu'elle m'a dit. Il y a beaucoup d'étudiants. Moi, je parlais de ça avec des collègues profs. Puis... il y a de la détresse, là. Puis on n'en parle pas, là, mais il y a beaucoup de détresse chez les étudiants, étudiantes. Il y a beaucoup de détresse chez les profs qui doivent faire des Zooms constamment. Moi aussi, j'ai eu une discussion avec ma directrice parce que j'étais comme, j'ai besoin d'ouverture, là. J'ai besoin de souplesse parce que c'est pas facile. Écrire une thèse avec un bébé entre les jambes, c'est pratiquement impossible. Puis, tu sais, il fallait que, durant le confinement, il fallait que j'écrive le soir... après toute ma grosse journée avec le bébé, c'était très difficile. Là. J'étais comme, donnez-moi un gourou, quelqu'un. Là. J'ai besoin. L'énergie renouvelable. Donnez-moi de la drogue. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, mais tout à fait. Puis l'autre point à ça, tu sais, c'est de... Puis je pense que tu le mentionnes bien quand tu as dit que ça t'a forcé à arrêter de faire des choses que ça ne tentait pas de faire. Des fois, tu sais, quand tu as des restrictions, ça te force à prendre des choix créatifs autour de ces restrictions-là, tu sais. Fait que, mettons qu'il n'y a pas de confinement, puis que tu peux, je te pose la question de même, là, mais tu peux continuer à faire des shows de cover, mettons, dans les bars, puis à bien gagner ta vie comme ça. Probablement que tu mets moins d'efforts dans tout ce qui est à côté, que ça te tente plus de faire. Exact. Ben, c'est vraiment ça, dans le fond, c'est que il y avait un sacrifice à faire pour libérer du temps, mais ça s'est fait finalement malgré moi. Puis en plus, dans le fond, je suis entre guillemets, payé pour
avec la PCU, mettons, pour faire des projets créatifs qui ne rapportent pas tout de suite. Puis je peux me permettre d'arrêter, tu sais, temporairement, en tout cas, cette autre facette-là. Fait que c'est relativement cool, mais tu sais, c'est tough, puis c'est de la remise en question pareil, de genre, le monde va-tu redevenir normal un jour, tu sais, ou genre, ça sera jamais comme avant, tu sais. Parce que si c'est jamais comme avant, à un moment donné, il va falloir que je me pose des sérieuses questions sur, mettons... Oui, parce que toi, avec l'industrie du spectacle qui est complètement morte, tu sais, c'est quand même intense, là, tout ça, mais... Non, je pense que c'est rough. C'est rough. Mais aussi, moi, je parle en tout cas avec des producteurs. C'est difficile de s'adapter. Puis toutes les demandes de subventions qu'il y a eu à être remplies pour s'adapter, pour se réinventer. Je suis plus capable, ce mot-là. Vraiment, je trouve que c'est horrible. Là. Mais tu sais, c'est beaucoup d'énergie. En même temps, je sais pas. Moi, tout ce qui est superflu, ça a pris le bord. Puis tout ce qui... Je ne veux plus faire de projets qui ne me tentent pas. Je ne veux plus voir des gens qui me font chier. Je veux juste être bien. Puis ça, moi, le confinement m'a un peu aidé à prioriser les choses. Peut-être aussi, c'est d'avoir 2 enfants comme tel. T'as plus de temps pour du niaisage. Ça remet en perspective bien des affaires. Ouais, comme quand je dis oui, il faut que ça soit un vrai oui. Sinon... Puis je pense qu'on vieillit aussi. Il y a de ça aussi, je pense. Je pense qu'on vieillit. On a quand même, 29? T'as 29? Ouais. T'as 29 aussi? J'ai 29. Bonne fête. Non? Ben, effectivement, ça vient aussi avec l'âge, là. Pour vrai, les concessions que je suis prêt à faire maintenant sont vraiment moins dommageables à ma santé mentale, exact. mettons. Là, Ah, wow! Ouais. C'est bien dit. Comment parce qu'avant, tu étais comme dans la compétition de sport? Ou? Ben, pas nécessairement, mais c'est que, tu sais, des fois, tu vas à une soirée, mettons, ben ça, c'est pré-COVID, là, mais tu sais, des fois, tu mets de l'énergie, mettons, dans une relation d'amitié qui te rapporte pas autant de bonheur que d'énergie que tu mets, mettons. Là. Puis des fois, tu vas faire une activité qui, au final, ça te tentait pas nécessairement d'y aller, ça te tentait pas nécessairement d'être là. Puis quand tu réalises ça, tu te dis, crème, peut-être que je perdais beaucoup d'espace mental avec ces choses-là qui, pour moi, m'amenaient pas autant de positif que quelque chose d'autre aurait pu en amener, mettons. Puis cette relation-là entre pas la valeur d'un moment, mais entre le positif que tu retires d'une expérience versus l'énergie que tu y mets, c'est comme un calcul maintenant que je prends beaucoup plus en compte quand j'accepte des choses ou quand je vais de l'avant pour voir des gens, tu sais. Ouais. Puis faire semblant d'avoir une discussion... Ben, pas faire semblant d'être intéressé par une discussion, même si elle m'intéresse à plusieurs degrés, là, même s'il y a plusieurs degrés d'intérêt, je suis juste plus prêt à faire cette concession-là. De passer, par exemple, une soirée pour entretenir une relation d'amitié qui date depuis vraiment longtemps, mais qui m'amène plus tant que ça, qui me nourrit plus tant que ça, puis de juste faire semblant que cette relation-là vaut encore la peine d'être... Wow. d'être... entretenu, mettons. Là. Ouais. J'ai décidé d'arrêter de faire ça parce que c'était trop. Mais justement, je pense que l'âge puis l'expérience, puis la connaissance de soi amène ça. Dans le fond, quand tu as déjà vécu des relations qui étaient malsaines ou tu as déjà fait des projets qui te nourrissaient pas, que tu tripais pas, puis tu as dit oui pour telle raison, quand tu as déjà fait l'expérience une fois de ça, ben, tu le sais, ta année a rendu justement à 29 ans, ben là, les projets, on les choisit mieux parce que ça, j'ai déjà fait, puis je sais que j'aime pas ça, je sais que ça me fait chier. Puis d'écouter aussi son espèce de... Son petit instinct. Son petit instinct, parce que ton petit instinct, il a premièrement vraiment souvent raison, sinon tout le temps. Puis il y a quelque chose qui te le dit là, quand il y a quelque chose qui cloche avec une relation ou un projet. Il y a quelque chose qui le dit, puis quand tu l'écoutes, tu prends des bonnes décisions, tu sais. Puis une vie de s'entourer juste de gens, tu sais, qui t'élèvent, tu sais. Puis d'entourer comme ça, puis que toi, tes élèves à leur tour, là, tu sais. Puis c'est une relation, c'est un cercle vertueux. Puis de projets stimulants que tu as vraiment le goût de faire. C'est le bonheur, là. C'est fou, hein? C'est drôle que tu dises ça, parce que je suis vraiment dans ce mood-là. C'est drôle que tu dises ça aussi par rapport à ton amitié, finalement, qui a pris le bord. J'ai fait du ménage, puis je m'attendais pas à ça dans ma vie, mais les relations toxiques, peu importe la nature, on dirait que je peux plus. Ouais. Et pas juste toxiques, il y a des relations qui nous drainent, un peu, je dirais, parasitaires, là. Ouais.
j'ai plus envie de ça. Puis on dirait que depuis que j'ai vraiment décidé de faire du ménage, je m'élève effectivement, puis je me sens bien, puis je trouve ça bizarre parce que je suis comme, j'ai pas comme un élément perturbateur. Là. C'est bien bizarre. Ou mettre ses limites aussi dans des relations professionnelles, amicales, amoureuses. Mettre ses limites, je pense que ça vient avec l'âge. À 20 ans, j'avais pas cette conception-là. Je savais pas ce que ça voulait dire. Puis si je mettais mes limites, c'était peut-être tout croche. Mm-hmm. Mais j'ai trouvé ça difficile, assumer ça. Tu sais, j'ai eu beaucoup de culpabilité par rapport à ces relations-là auxquelles j'ai mis fin. Mais à un moment donné, j'ai 2 enfants, là. J'ai mon chum, j'ai mes amis proches, j'ai ma famille ici, beaucoup. J'ai mes passions, puis je peux pas comme m'investir dans une relation à moitié, on dirait. Mm-hmm. Et puis bref, tu sais, si je suis ici, c'est aussi parce que j'ai envie d'être là. J'ai vraiment, comme, on dirait que ma quête du moment présent, entre guillemets, c'est un peu cucu, mais c'est vrai. Tu sais, c'est ça, comme, pour moi, le confinement à travers... Puis la dernière année, puis avec tout ce qui se passe aussi, tu sais, on voit moins de monde, puis il y a tellement eu mon Dieu, Black Lives Matter, puis le mouvement MeToo m'a vraiment perturbée, tu sais, socialement, individuellement, Quand on t'a reçu la première fois, ça fait 2 ans à peu près? Ouais. Tu sais, le MeToo finissait, mettons, là, la première vague qu'on pourrait appeler, là, mettons. On est dans la deuxième vague. On est dans la deuxième vague, là, tu sais, puis au Québec, en tout cas, ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, on s'est pas reparlé, nous, depuis la vague de dénonciation sur les internets. Ouais. Puis ça, tu sais, ça a été une espèce de gros wake-up call. Ouais. Pour bien du monde. Mais ça a été aussi extrêmement anxiogène pour pratiquement tout le monde. Ça a été une espèce de raz-de-marée. Puis en fait, j'ai l'impression que cette fois-ci, tout le monde s'est senti concerné. Tandis que la première fois, c'était comme, OK, certains intouchables, certaines personnes tombent, mais c'est encore un peu loin de nous. Moi, j'ai pas tellement d'introspection à faire. C'est vraiment certaines personnes en position de pouvoir qui tombent et qui étaient problématiques. Tu sais. Tandis que là, c'est comme... ça peut arriver à tout le monde, puis tout le monde a une introspection à faire. T'sais. Fait que c'était vraiment plus confrontant, cette vague-ci, là. Beaucoup plus. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de déception autour de nous. Hein, c'est vrai. C'est vrai que c'était gros le MeToo 1, mais le MeToo 2, au Québec, en tout cas, c'était vraiment... Moi, MeToo Part 2. MeToo Part 2, j'étais comme, hey, je vais sortir dans le Myland, là, puis là, je vais croiser du monde, là, puis il va y avoir des malaises parce que, tu sais, tel gars ou tel gars dans l'industrie musicale, ça... Et boy, ça y est allé, hein? Ouais. Grainer, ça va m'avoir marqué, là. Excusez. Une bonne bière grainée. Je savais pas que c'était un thing. Ça. Non, mais I guess que c'était un inside avec ses chums parce que c'était la première fois que j'entendais ce genre. Kevin, si tu m'écoutes, là. Première fois que j'entendais ce genre de comportement-là. C'est tout à fait bizarre, inadéquat. C'est quelque chose que... Nous, on utilisait l'expression grainer, mais vraiment pas de cette façon-là. Ouais, ça voulait pas dire ça. Non. Mais c'était quoi ta question? J'imagine que non, mais on a pas sur le MeToo 2. Non, mais oui, donc on se sentait confrontés, effectivement. Puis j'ai eu des discussions avec des amis. Moi, je connais du monde là, qui ont été ciblés par le mouvement. Ben, j'imagine que tout le monde connaît du monde qui a été ciblé. Et j'ai eu des discussions avec ces gens-là. Ben, pas tous, mais certains, parce que je trouvais important de confronter, d'y aller. De pourquoi, de comprendre comment. Puis je pense que dans une volonté de changement réel, puis je pense qu'il y a vraiment des discussions qui ont eu lieu, qui n'auraient jamais eu lieu sur la masculinité toxique, sur les violences et tout. Puis il y a des gens qui, je pense, sont dans des processus de re-questionnement profond, thérapeutique. Je dis pas que, je veux dire, que c'est vrai, je dis pas que ça marche, je dis pas que... Mais je pense qu'il y en a aussi que, oui, ça va faire du bien. Là, comme, quand tu as 18 ans, ben je m'excuse, tu es un adolescent quasiment, puis moi, je crois à l'éducation beaucoup. Je crois qu'il faut écouter les victimes, il faut, pour s'éduquer, pour sensibiliser, mais il faut aussi, à un moment donné, en parler, ouvertement, puis sans nécessairement, comme...
je sais pas comment... bon, les mots ici sont difficiles à utiliser de façon adéquate, là, mais tu sais, je veux pas condamner nécessairement, je veux prendre par la main des ados, tu sais, puis essayer de travailler tous ensemble, là, avant que ça soit trop tard, puis qu'on soit avec un cas comme Gilbert Rozon, pour ne pas le nommer, ou d'autres vieux vicieux qui, visiblement, n'ont rien compris, tu sais. Je pense qu'on peut évoluer, puis ça passe beaucoup par le dialogue, je crois, puis l'humanisation de tout ça, tu sais. Ouais. Il y a certains cas, comme tu dis, mettons quelqu'un comme Gilbert Rozon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui apprendra jamais. Tu sais, je pense qu'il va être incapable d'apprendre, de changer. Puis tu sais, ce gars-là a déjà été en cours là, way back, là, tu sais, puis il a continué là, dans le sens que il y a des gens qui sont irrécupérables, mais je pense que la grande majorité des gens sont récupérables. Puis qu'il y a une réhabilitation possible s'il y a un travail sur soi qui est fait. Puis je pense que tout le monde s'entend. Je pense que la majorité des gens s'entendent que le mouvement, dans la manière qui s'est déroulé, il y a certaines dérives possibles. C'est pas optimal, mettons. C'est normal. C'est pas optimal, sauf que c'est complètement comprenable et nécessaire. Puis le fait que ça soit aussi gros, c'est vraiment la preuve qu'il y a un problème vraiment profond de société omniprésent. Puis ça fait juste... Ça fallait que ça explose parce que là, c'était plus capable de rester... confiné. Là, ça a explosé sur les réseaux sociaux parce que c'était la seule place, la seule manière qu'on pouvait s'exprimer. Il y a beaucoup de souffrance, en fait. Je réalise ça. Finalement, quand on dénonce, peut-être qu'il y a aussi tout un bagage de vie, toutes sortes d'expériences qui font en sorte qu'on en arrive là, puis qu'on se dit on n'est plus capable, le presto a sauté, puis c'est lourd d'un bagage pas toujours joyeux, finalement, de comportements qui étaient autrefois banalisés. Pour moi, le monde a changé en quelques années, puis c'est parfait ainsi, tu sais. Il n'y a pas longtemps, dans un gala de la disque, je vais te dire, c'était rock'n'roll, là, tu sais, puis c'est plus le cas, là. C'est plus le cas. Il y a des actes qui se sont déroulés dans le passé qui méritaient d'être nommés, puis c'est pas tout qui a été nommé non plus, mais on se rend compte que, Colin, on avait vraiment un problème dans nos comportements, puis... Et je trouve ça positif quand même qu'il y a eu cette colère-là qui était exprimée, puis ce ressenti-là qui était lancé au visage finalement de tous. Puis tant mieux parce que on peut comprendre cette colère et cette tristesse-là, ce désarroi, parce que il y a pas vraiment de moyens adéquats en ce moment pour se faire justice ou pour obtenir justice. Tu sais. Le système de justice n'est pas adéquat en ce moment. Non. Malheureusement, on a beau les procureurs se défendent bien de ça. Le DPCP dit bien que non, ça fonctionne, mais attention, il y a des gros problèmes systémiques qui sont réels. Puis je veux dire, si tu es une victime d'un graineux en Gaspésie, tu n'as pas nécessairement le goût d'aller voir un juge expliquer ça. Là, c'est pas nécessairement ça la solution face aux graineux de ce monde. Non, mais tu sais, ça te tente-tu vraiment d'aller dans ce processus-là qui est très, très long, des années? Souvent aussi, tu sais, avec dans le MeToo Part 2, ce qui était dénoncé, c'était des actes qui étaient inacceptables puis déplacés. Mais pour ce genre d'acte-là, c'est pas tout le monde qui est prêt à entreprendre des mesures judiciaires, tu sais. Justement, pour grainer un verre, là, tu sais, c'est inacceptable de grainer un verre, sauf que tu fais grainer ton verre, t'as pas envie de t'embarquer dans une histoire infinie, là, devant le jury pis tout, tu sais. Même chose pour ben des histoires qu'on lisait, où est-ce que tu fais, c'est inacceptable, mais je peux comprendre vraiment la personne de pas vouloir, la victime de pas vouloir embarquer dans des procédures qui finissent plus, puis alors que l'acte comme tel, c'est traumatisant, mais pas possiblement que tu es capable de passer à autre chose. Là, parce que sinon, en fait, c'est quoi le processus de justice comme tel? Là? Qu'est-ce que ça implique si les gens à la maison veulent peut-être porter plainte? Là, premièrement, il faut que tu trouves le poste de police le plus près de chez vous. Tu appelles, tu dis « OK, bon, j'aimerais porter plainte. » Tu y vas. Le policier reçoit ta première charge, ta première décharge, appelle-le comme tu veux. Donc là, tu témoignes une première fois. Après ça, il y a un enquêteur, éventuellement, là, ça peut prendre quelques semaines. En tout cas, il y a un enquêteur qui vient te rencontrer, qui prend ton témoignage. Là, t'explique ce que tu as vécu, etc. Tout ça est noté. Puis tout ça va être utilisé éventuellement en cours. Puis ça, les gens ne le savent pas nécessairement quand ils parlent. Là, ça sort, mais tout ça est noté, puis ça peut être retenu contre toi. Après ça, là, t'attends. Puis là, le DPCP, qui est le directeur des poursuites pénales et criminelles, qui est donc la couronne, là, la reine d'Angleterre, va retenir ou pas ta plainte.
Et là, à partir de là, ça peut prendre encore plusieurs mois, voire années, avant d'avoir une enquête préliminaire qui vise finalement à... Tu vas aller en cours et tu vas témoigner devant un juge, devant ton agresseur. Tu vas te faire contre-interroger par l'avocat de la défense. Puis là, c'est la première étape avant le procès. Puis ça dure ça peut durer une journée. Après ça, tu peux attendre 2 ans, 1 an, 3 ans. Et là, tu as le procès qui peut durer des semaines, où tu te fais interroger, contre-interroger devant ton agresseur et tu te fais questionner sur ce qui s'est passé. Donc, quand on entend que l'avocat de la défense de Roson a dit à la plaignante combien de boutons il y avait sur ta chemise, bien, c'est des questions qu'on peut te poser. Donc là, c'est une joute oratoire. C'est un peu comme un jeu d'échecs. Puis là, tu as comme quelqu'un détruit devant toi, puis tu le détruis encore plus, finalement. C'est un peu une revictimisation. Ouais. Et après ça, ben, tu as le verdict. Puis ça peut prendre des délais là, tellement longs. Puis c'est beaucoup d'énergie, d'anxiété. Et j'ai oublié de nommer aussi, si le DPCP retient ta plainte, ben là, ils vont arrêter l'agresseur comme tel. Là, ils vont l'arrêter chez eux. Puis là, ça peut faire un scandale, etc. Puis là, tu peux avoir des contre-coups de ça. C'est long. Je ne veux pas décourager les gens, mais c'est très long. En fait, ce que tu expliques là, c'est probablement clairement la raison principale pourquoi des mesures comme des dénonciations publiques sur des réseaux sociaux sont arrivées, là, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, tout ce que tu décris là qui peut prendre jusqu'à 3 ans, si tu te fais grainer ton verre, ça se peut que tu n'aies vraiment pas envie de faire ça, là, ouais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a différents niveaux, là. Je pense que, tu sais, dans plein de cas, ça peut valoir la peine peut-être de porter plainte, dépendamment de l'acte, sauf que c'est une grosse partie de ta vie. Tu sais, quand tu as 18 ans, 3 ans de ta vie dédiés à ça, tu sais, même s'il y a des temps d'attente là-dedans, je veux dire... Ça reste là tout le temps. C'est là, tu sais. C'est là, puis c'est 3 ans de ta vie que tu dédies à ça, puis que tu vis pas pleinement, là, tu sais. Puis je pense qu'à 18 ans, 20 ans, 25, peu importe l'âge, en fait, tu as envie de vivre pleinement. Oui, puis tu te fais... pas stigmatisé, mais par le système comme tel, quand le procureur, il y a aussi des étapes là, que j'ai pas mentionnées, mais le procureur va être amené à te rencontrer pour t'expliquer tout le modus operandi, puis là, t'es-tu sûr, tu veux-tu vraiment faire ça? Ça va être grave, ça va être difficile, ça va être tough. T'es-tu prêt à ça? L'enquêteur va faire le même processus aussi, tu sais, puis c'est vraiment comme... Ça doit être déstabilisant pour un jeune qui veut obtenir justice, mais qui se retrouve dans un système tellement lourd puis impressionnant. Je veux dire, tu arrives en cours, là, puis dans un interrogatoire comme tel, tu regardes les victimes là, témoigner, là, c'est extrêmement intimidant. Ouais. Comment se fait-il que ton agresseur est à 1 mètre de toi puis qu'il te regarde en arrière? Ça n'a pas de bon sens. Je ne comprends pas ça. Pourquoi l'agresseur est à côté puis qu'il regarde? Voyons donc, c'est pas un lieu, ça, pour témoigner. C'est pas acceptable pour moi. C'est pas des conditions qui sont clémentes et bienveillantes pour la victime. Donc, tout ça, et ça, on parle du criminel. C'est donc gratuit, mais si on va au civil, là, c'est des frais. C'est des coûts. Puis tout ce processus judiciaire-là au criminel, c'est tuer la preuve si t'es victime d'agression sexuelle. Donc, c'est ta parole contre celle de l'autre. Ouais. Et il faut que la preuve soit vraiment comme présentée. Hors de tout doute. Oui, pardon, c'est ça. C'est hors de tout doute raisonnable. Il faut que la démonstration soit faite et que le juge n'ait aucun doute que ta parole vaut plus que l'autre. C'est difficile à faire. C'est extrêmement difficile. Oui. C'est vraiment, vraiment tough. C'est très difficile. Alors, je comprends, moi, les filles qui ont vu leur verre se faire grainer, dire, ben, regarde, sais-tu quoi? Je vais dénoncer anonymement. Ça va me faire plus de bien. Ça va être plus rapide, ça va être immédiat. Puis, je comprends ça. En même temps, je comprends les gens qui disent, oui, mais on a un système de justice, il faut y contribuer, etc. Mais c'est très facile de dire, t'as juste à porter plainte. T'as juste à porter plainte. Non, c'est pas juste ça. C'est des années d'investissement, c'est des coûts matériels, économiques, c'est des coûts psychologiques. Et c'est pour ça, moi, je crois que ça a été aussi gros, là, tu sais, cet été. Parce qu'aussi, on était confinés. Puis c'est plus facile aussi, hein, de pas croiser. On croisait pas les gens de nos milieux. Ouais. Je veux dire, l'industrie de la musique, là, les chanteurs, chanteuses, ils se voyaient pas, là. Ils savaient qu'ils croiseraient pas tel dude au festival de Saint-Murmure. Ouais. Je pense que ça a eu un effet. Même chose avec la scène des réseaux sociaux, là, la scène des influenceurs, entre guillemets, là, où est-ce que là, c'est comme, OK, ben, tu sais que tu les croiseras pas à Oshéaga dans le VIP, là, tu sais, ce monde-là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, laissons ça aller, mettons, là, tu sais. Ouais. Mais je pense aussi que le confinement
la COVID était aussi... C'est pas un hasard s'il y a autant de mouvements sociaux cette année. C'est à cause que on est comme prédisposé. Il y a comme une situation qui, entre guillemets, favorise ça. Je pense que le fait, mettons, le fait que le mouvement Black Lives Matter, suite à la mort de George Floyd, a été aussi... a pris autant d'ampleur, c'est parce qu'on avait le temps de s'indigner. On avait le temps de regarder la vidéo, on avait le temps de trouver que ça n'a pas de bon sens, on avait le temps d'en parler sur les réseaux sociaux. Puis c'est ça, puis je pense que c'est vrai pour le mouvement de dénonciation, je pense que c'est vrai pour plusieurs choses. C'est pas un hasard si tout ça arrive en même temps, puis 2020 nous paraît aussi horrible. En fait, des choses horribles, ça en est tout le temps déroulé. Là. C'est juste que là, on le voit plus. Et on le filme. On le nomme plus, on le filme. C'est ça aussi. On le filme, on en parle, on a des débats de société autour de ça. Tu sais, OD est rendu un débat de société, dans le sens que... dans le sens que tout est... Tu sais, on n'a rien à faire. On est dans ce mode-là, mais en même temps, c'est difficile, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Pis... Je sais pas pourquoi c'est là que ça se passe vraiment, mais je pense que c'est vraiment, effectivement, un concours de circonstances historiques, finalement. Mais ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, on est débarrassé, mais dans quel monde vivons-nous? C'est sûr que ça a été un des facteurs qui a créé toutes ces révoltes sociales-là, parce que le Black Lives Matter, là, c'est toute la communauté noire aux États-Unis pas toute, mais une grande majorité de la communauté noire qui voulait trouver une façon de changer le paradigme parce que ça s'enlignait pas bien, là. Ouais. C'est comme 4 autres années de Trump, puis c'est la fin des États-Unis, comment on le connaît. Mm-hmm. Déjà, on en a parlé beaucoup, là, mais déjà, on s'enlignait vers la pire chose. Puis lui, c'est qu'il divise encore plus. Puis je pense qu'à un moment donné, là, ça a été du monde qui a fait « OK, non, là, faut qu'il y ait quelque chose qui change. Mm-hmm. Faut qu'il y ait quelque chose qui change. » Puis tu vois une vidéo de 8 minutes d'un gars qui se fait tuer en live, puis tu fais « OK, non, ça va être un catalyseur de momentum. » Puis comme de fait, c'est ça qui s'est passé. Là. Le faire sortir le vote, tout le monde est allé voter. Puis c'est ça qui a fait que là, on va enfin être libéré. Je dis puis j'habite même pas là. Oui, mais ça a un effet. Puis je pense que justement, le Trumpisme, ou l'espèce de... Ça avait un effet. Le Trumpisme. Non, mais t'es influencé par Frédéric Gagnon, la chaire à Raoul Dandurand. Vous l'avez reçu. Hein? Oui, on l'a reçu. Il est exceptionnel. Oui, il est exceptionnel, ce gars. Oui, vraiment. Raphaël Jacob aussi, d'ailleurs. Je l'aime. Tu l'aimes pas? Non, mais c'est... Non, mais trip sur Raphaël Jacob. On a écouté les élections ensemble. Chaque fois que tu parlais, c'est Raph. Mais c'est drôle, il y a comme des gens qui l'adorent, puis d'autres qui sont comme, il a l'air d'un vendeur de chars. Non, mais c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que tu pourrais travailler, mettons, dans un Mercedes, là, puis vendre moi, j'apprécie ce qu'il a à dire. Mon chum était comme... Il est-tu pour Trump, lui? J'ai dit non, il n'est pas pour Trump, pas en tout, mais non, c'est un bon analyste, je suis d'accord, mais Frédéric Gagnon, c'est que moi, j'étais étudiante à l'UQAM, puis je l'écoutais parler, j'étais subjuguée par son éloquence et je le trouvais vraiment pertinent, comme vraiment... Puis il est plus... il est moins dans la sensation. Il est moins sensationnaliste. C'est un excellent prof. Plus impartial. Sûrement. On a reçu tellement de messages après qu'il soit venu de personnes qui disaient « c'était mon prof », puis j'ai capoté. Ouais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, mettons... tant qu'à moi, mettons les mots de notre société en ce moment, tu sais, la désinformation, c'est un des grands mots de notre société, tu sais. Puis, tu sais, ce qui amène au conspirationnisme, puis tout ça. Puis... la polarisation, tu sais, le fait qu'on est plus capable de se parler, de dialoguer quand on est dans des camps différents. Puis, tu sais, t'as la personne la plus puissante au monde, finalement, tu sais, qui au lieu d'essayer de combattre ça, jette de l'huile sur le feu, puis, tu sais, est un acteur de désinformation puis de polarisation, tu sais. Fait que, tu sais, on dirait que au lendemain de l'élection de Biden, c'était vraiment juste un feeling, parce qu'en réalité... ces choses-là ne changent pas du jour au lendemain, mais le lendemain de l'élection de Biden, c'était comme, on dirait que comme le climat est moins tendu du jour au lendemain. En tout cas, moi, je me sentais de même. Je disais, on dirait qu'on était 4 ans fâchés noirs. Tout le monde fâché tout le temps, pour tout. Stressé, puis fâché. Puis là, j'ai l'impression que, OK, au lieu d'être 4 ans à être encore aussi fâché puis tendu, on va pouvoir respirer un peu plus, puis se parler un peu plus, puis juste parce que
c'est influent, le président des États-Unis. Mais oui, puis le développement de la pensée complotiste est extrême et tout à fait surréaliste. Je veux dire, le QAnon, là, quand ça a commencé, moi, j'étais comme... Mais c'est d'une nullité, c'est nul. Comment est-ce qu'on peut tomber dans une telle idéologie? Comment est-ce qu'on peut concevoir réellement là, que Obama pourrait être potentiellement leader d'un groupe pédophile sataniste? Je ne conçois pas ça. C'est de l'irrationalité. Puis évidemment, Trump a pas les a encouragés en quelque sorte, là, finalement. Mais tu sais, comment est-ce que cette pensée-là de l'extrême, qui est finalement littéralement, je dirais de l'hérésie, là, comment est-ce que ça pu se développer? Puis je veux pas tomber dans le déterminisme là, technologique. Je pense pas que, mettons, les réseaux sociaux créent la haine. Je pense que c'est un outil pour promouvoir la haine. Par contre, j'ai l'impression aussi que les réseaux sociaux ont pu contribuer largement, puis c'est peut-être une évidence et un lieu commun de le dire, mais à ces pensées-là. Je veux dire, à un moment donné, des Alexis Cossette-Trudel qui sont tout d'un coup très populaires, ben je m'excuse, mais les réseaux sociaux ont vraiment eu leur rôle à jouer là-dedans, dans cette absence de sanction de la parole, je dirais, parce qu'à un moment donné, il faut encadrer, là, il faut encadrer. La liberté d'expression, oui, mais ça peut être dangereux. Mais au-delà de ça, comment se fait-il qu'un individu peut adhérer à une telle idéologie limite sectaire, qui est fanatique pratiquement? Tu le dis bien, quand tu dis sectaire, c'est que mettons, si on retourne à l'origine des religions, où est-ce que tu cherches des réponses à des questions que tu as, mais que les réponses n'existent pas, fait que tu te les crées, tu sais. Puis là, c'est beaucoup de monde qui sont, en temps de confinement, qui sont sensibles à plein de niveaux, là, que ce soit au niveau psychologique, au niveau monétaire, des gens qui comprennent pas pourquoi leur business ferme, qui comprennent pas pourquoi ils ont plus d'argent pour payer pour leur famille, qui comprennent pas, qui voient justement leurs enfants être pris dans cette histoire-là, puis qui commencent à se dire, OK, mais moi, j'ai besoin d'une certitude. Parce que si j'ai pas de certitude, c'est absurde, là, tu sais. Fait que quand il y a quelqu'un qui propose une certitude comme celle-là, qui est somme toute réconfortante parce que le problème est créé par l'homme et pas un problème qui est incontrôlable, mettons, là. Comme, tu sais, la COVID, si tu adhères au fait que la COVID a été créée, mettons, avec des idées derrière de vouloir propager ça partout dans le monde pour que la Chine devienne, par exemple, la domination mondiale, tu sais. Ben, si tu adhères à ça, au moins, c'est concret, puis ça peut te réconforter parce que tu sais c'est quoi la source du problème, puis de tous tes maux dans ta vie, tu sais. Les solutions, ben c'est aussi la base du populisme. Je veux dire, tu as des solutions simples à des grands enjeux. À un certain moment donné, quand tu regardes un enjeu qui est trop complexe, ben c'est très rassurant pour le cerveau humain et pour l'humain de trouver des petites solutions simples pour expliquer les grands mots, parce que sinon, on sombre dans une grande dépression, dans une grande tristesse, dans un désarroi total. Puis je pense qu'il y a peut-être, je trouve ça intéressant ce que tu dis, même si moi je ne suis pas spécialiste du tout de ça, vous devriez interviewer Martin Geoffroy sur les questions de la radicalisation, là, qui est très pertinent, puis qui s'est intéressé d'ailleurs aux sectes à la base. Puis il voyait justement ces mécanismes-là psychologiques, les faiblesses, les vulnérabilités psychologiques des gens qui allaient vers des pensées extrêmes. Gérard Bronner aussi s'intéresse à cette question-là. La pensée de l'extrême, c'est un livre à lire vraiment intéressant. Puis il voit un peu les parallèles psychologiques de cette vulnérabilité-là dont tu parles. Alexis Cossette-Trudel, d'ailleurs, est un bon candidat à ça. Enfant de la Révolution d'octobre, quelque part, de felkistes qui avaient des absolus, finalement. C'était des radicaux là, qui avaient de la pensée absolue, faisaient partie de leur vie. Ben, on dirait que ça ne m'étonne pas vraiment non plus qu'il aille vers un autre extrême. Puis il y a aussi un besoin de romantisation là, des choses. Là. Je trouve qu'en 2012, en tout cas, moi, j'ai côtoyé des gens que je trouvais que des fois, leur pensée extrémiste allait vers ça, cette grand idéal de société. Puis on avait besoin de révolutionner le monde, puis de penser au grand récit. C'est inspirant, ça, tu sais. Lucie Laurier, c'est peut-être ça qui l'inspire. Pourquoi, comme tu t'en vas vers ça, je pense que oui. L'effet du commun aussi, à force d'être isolé dans notre maison, à porter des masques, alors que déjà, disons que la vie commune s'est considérablement effritée dans les dernières années, ben peut-être que ça d'avoir l'impression d'avoir un groupe auquel appartenir. Oui, je pense qu'on est des animaux sociaux, entre guillemets. On a besoin de gens autour de nous
Puis peut-être que ces gens-là qui sont plus vulnérables vont vers l'autre de cette façon-là. Puis de se craquer aussi contre un ennemi, c'est rassurant, tu sais. Exact. C'est rassurant. C'est même grisant à un certain moment, tu sais, d'avoir un ennemi politiquement. Tu sais, là, il n'y a même pas les Canadiens, là. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais, là? Qui t'as qui? C'est qui on charge? Tu peux même pas détester les Bruins de Boston. Ouais, c'est ça. T'as qui, sincèrement? Ouais. Non, mais pour vrai, tu sais. Où est-ce que je peux mettre toute ma haine? Oui, non, mais c'est vrai, les partisans du Canadien, qu'est-ce qu'ils font? Ils chialent sur quoi, là? Je sais pas. Ouais. Non, mais pour vrai, je le sais pas. Je sais pas, il n'y a plus de sport, là. Mais c'est ça. Mais tu vois, le phénomène sectaire a toujours existé. Puis je pense que c'est les mêmes choses qui poussent une personne à adhérer justement à des phénomènes sectaires qu'à QAnon ou quoi, ou ce genre de théories-là. Sauf que justement, ce que les réseaux sociaux permettent, c'est la portée que ça peut avoir. Là. Je veux dire, Raël, il y a un certain nombre de gens qui... Imagine si Raël était sur Twitter. Il était sur Twitter, puis là, il tweetait des shit, puis là, il se faisait sharer comme Donald Trump se fait sharer. Là. Sauf que là, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de limite au nombre de personnes qui peuvent être infectées. Finalement, dans le fond, c'est comme... Ça c'est un virus. Ça se répand comme un virus. C'est comme la COVID, mais ça infecte ton esprit. Puis je pense aussi qu'il faut se pencher pour trouver le vaccin à ce virus. Wow! Très fort. Très fort. Là. Très bon! Mettre ça, Nicole. Mettre cette section-là. Nicole. Fais un gif animé. Tu parlais de la liberté d'expression, pas à tout prix tantôt. Puis ça pourrait nous amener à parler de ce qui s'est passé cette semaine avec l'affaire Elisabeth Rioux. Là. Beau lien quand même, hein? Beau segue. Ça, Nicole. Bravo! Il faut se féliciter. On est bon, nous autres. Pendant 2 heures. Là. Mais ouais, en fait, c'est ça. Moi, je viens de Québec. On vient de Québec. Puis... à Québec, les radios poubelles, moi, ça a toujours été une des choses que je détestais le plus. C'est probablement la chose que je déteste de Québec. T'sais, Québec, c'est comme ma ville préférée, sauf ça. Ce climat-là me dégueule. Puis, le Place Laurier, c'est malade. Le boulevard Amel, c'est sick. Place de la Cité. Le Thomas Stam, c'est fou. C'est fermé, le Thomas Stam. Non, mais il en reste un ouvert, je pense. Hey, moi aussi, j'ai vécu à Québec en passant. J'aime ça, Québec aussi. C'est T'allais-tu au Thomas Stam? Non, ça, je connaissais pas ça. C'est correct. Si bon. Le cactus sur la rue Mirand, c'est malade. Le cercle, est-ce que ça existe encore? Ouais. Le cercle, c'est fermé. Ah ouais, bon. C'est malheureusement fermé. Cette belle époque. C'était le fun parce que c'était vraiment une espèce de hub culturel. C'était hot. À Basseville. Mais ceci dit, oui, donc les radios poubelles. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, qui revendiquent énormément la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est une chose. Mais après ça, quand tu prends l'exemple de ce qui s'est passé à Cube Radio avec l'affaire d'Elisabeth Rioux, tu peux pas juste tout dire sous prétexte que c'est la liberté d'expression. C'est pas parce que tu as un micro que tu peux tout dire. Ouais. Puis ça m'écoeure quand ça arrive, puis que là, on est surpris, tu sais. Hey, moi, je suis tellement pas Est-ce qu'on est vraiment surpris que Cube Radio traîne dans le bout quelqu'un du web sans savoir de quoi il parle? Puis là, tout le monde fait comme « Oh my God, Geneviève Peterson, elle a dit ça. » Puis est-ce que vous êtes vraiment surpris? Non. Parce que ce problème-là, on le connaît depuis tellement longtemps. Depuis tellement longtemps. Puis il n'y a personne qui dit rien, personne ne fait rien. On fait juste continuer à entretenir ça, à entretenir la liberté d'expression sur tous les médias, puis de jamais remettre ça en question. Puis ça fait ça, ça crée des situations comme ça. Il y a beaucoup de frustration à cet égard-là, puis moi, je la comprends, cette frustration-là. Et pour répondre à ta question, je ne suis pas surprise parce que je l'ai écouté beaucoup, Cube Radio. Pourquoi? Parce que je me suis dans une démarche de comprendre ce que les autres ont à dire, qui ne pensent pas nécessairement comme moi. Je me disais, bon, cette radio-là a des porte-paroles qui, visiblement, adhèrent peut-être à une perspective plus à droite. Puis je fais attention à ce que je dis parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde là-bas. Mais mettons, Richard Martineau se revendique peut-être un petit peu plus de centre-droit, puis c'est correct. Et j'ai beaucoup écouté toutes les émissions là, pour vraiment comprendre. Puis en fait, ça m'a amené à les humaniser, mais ça m'a aussi amené à constater qu'il y avait des dérapages. Malheureusement, je vais le dire honnêtement, j'ai été surprise d'entendre des propos sortir de la bouche de Geneviève Peterson à son émission qui concerne les influenceurs et de manière générale, je trouvais que c'était un peu inapproprié dans certains cas. Tu sais, je veux dire, elle s'en est pris à beaucoup de monde. Là. Pas juste Elisabeth Rioux. Je veux dire, elle parlait de toi, elle parlait de bien du monde. Puis
Puis moi, j'avais un malaise, puis je me disais, coudonc, c'est peut-être un ton qui est valable, mais moi, ça me faisait un peu de peine. J'étais comme, pourquoi elle fait ça? Tu sais, c'est trop. Puis je veux pas personnaliser le débat par rapport à elle, parce qu'elle peut avoir ses opinions et tout, mais je ne suis pas du tout étonnée. Elle en parlait souvent comme d'un phénomène de foire des influenceurs, parce qu'elle avait fait un film là-dessus, puis je connais ça, alors je vais vous en parler. Alors, moi, quand c'est sorti, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais j'étais pas étonnée non plus. Elle a droit à l'erreur, puis à un moment donné, il va falloir qu'on avance, mais c'est très représentatif, je trouve, d'une pensée. Tu vois, tu parlais Radio Poubelle. Je pense que cette semaine, on a la preuve que c'est pas un phénomène exclusif à Québec. Non, exact. Parce que, tu sais, moi, le ton qui est employé là... C'est un ton que j'ai entendu à toutes les fois que je prenais mon char le midi à Québec. Ça me rappelait Jess Fillion, là, ça me ramenait là. Tu sais, c'est à ce niveau-là... C'est ce niveau-là de pensée puis de débat, tu sais, puis ce qui est triste, effectivement. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, puis en plus de critiquer quelque chose, de dénigrer quelque chose, puis que de ton propre aveu, tu connais pas ça, puis t'as aucune idée c'est quoi, je veux dire... Quand tu dis « je connais pas ça », puis là tu passes 5 minutes... 12 minutes. À juste bâcher ça, après avoir dit la première phrase, c'est « je connais pas ça ». Je suis plus capable. Honnêtement, là, moi, je suis plus capable de ça, ce bashing-là. Franchement, on peut-tu arriver à autre chose? Sincèrement, je suis écœurée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de notre génération aussi, là, j'ai vu plein de gens... sur Instagram, des influenceurs, être bien tannés. Puis je pense qu'on peut changer de sujet, c'est correct. On a compris le message. Mais à un moment donné, j'étais allée à Cube Radio, puis elle m'interviewait, puis elle me disait « Ouais, toi, t'es féministe, mais maquillée. Ça se peut-tu vraiment? » Puis là, elle essayait de trouver comme des contradictions, puis j'étais comme « Really? 2020? » Puis on est là dans la discussion, puis j'étais comme, non, là, je suis plus capable de ça. Ce genre de discussion-là, pour moi, c'est contre-productif. Si tu n'es pas bien dans ta peau, c'est correct, vis-le, mais ce n'est pas d'intérêt public et ça ne fait pas de sens. On mélange tout. Puis, comme Elisabeth Rioux, on mélangeait tout, là. Je veux dire, c'est une victime de violence conjugale. Cette fille-là a un bébé de 4 mois. 4 mois, puis, je veux dire, les photos sont d'une violence. Est-ce qu'on peut exprimer de l'empathie? Est-ce qu'on peut exprimer de la bienveillance? Ce n'est pas le moment de parler de son corps. Mais oui. Mais tu sais, tu vois... ce qu'elle fait avec sa plateforme aussi. Oui, c'est très grave. C'est pas du tout le moment de faire ça. Est-ce qu'il y a vraiment un moment pour faire ça au final? T'sais? Non. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Tu sais, mettons, avoir la discussion, de critiquer une façon de faire de quelque chose parce que t'es pas d'accord avec la manière dont c'est fait, avec les valeurs. Je veux dire, on a encore le droit, je pense, de se critiquer. C'était clairement pas un bon timing, dans le sens que... Sauf que le timing n'était pas un hasard. Puis si elle a parlé de son corps puis de la manière de tu sais, c'était quand même assez violent, là, la manière qu'on en parlait, tu sais, puis... C'était tellement violent. Je veux pas... Puis Benoît Dutrisac aussi, là. Ah oui, aussi, toute la gang, tout aussi violent, sinon pire. Puis tu sais, je pense que tout a été dit ou presque là-dessus, puis je veux pas taper sur le clou. Puis je pense que j'ose espérer qu'elle a compris. Puis si elle n'a pas compris, elle comprendra jamais, hein, dans le sens que, tu sais, je pense qu'elle a compris. J'ose espérer qu'elle a compris que ce qu'elle a fait de pas correct, sauf que... Mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme elle, puis ça, c'est problématique, tu sais. Sauf que le fait qu'elle amène une discussion sur le fait qu'elle pose des photos d'elle en maillot de bain, qu'elle se filme, qu'elle filme son accouchement, tout ça, au moment qu'elle parle de violence conjugale, ben... c'est une manière de décrédibiliser sa sortie, son discours. Puis en fait, le sous-texte de ça, qui est allé entre les lignes, c'est pas ça qu'elle a dit, mais c'est, au final, ben, d'une certaine manière, tu l'as peut-être cherché, tu sais. Ou, pas, tu sais, là, c'est gros ce que je dis, mais tu sais, dans le sens, OK, oui, ouais, mais tu sais, tu poses tel genre de photos, tu sais. C'est le nouveau... c'est le nouveau... Elle a-tu soif? OK. Tout le monde chalette. Oui, pas de trouble. Mais c'est le nouveau... ma petite doudou. Quel genre de photo tu poses sur Instagram? C'est t'es victime d'agression, mais qu'est-ce que tu portais? C'est quoi la longueur de ta jupe? C'est quoi ci, puis c'est ça? Pour finalement mettre le blâme sur la femme, puis sur la victime, plutôt que sur l'agresseur. C'est le blâme des victimes. Puis c'est ça qu'elle a fait, puis elle dit que c'est pas ça qu'elle a fait.
Mais c'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'elle a fait, puis c'est très, très répandu. Puis vous avez reçu Juliette Bélanger-Carpentier, qui est spécialisée dans les questions de victimologie. Puis souvent, quand une victime de violence va porter plainte, il y a un processus de... Il y a souvent un phénomène de « Ah, bonjour ma petite fille. Bonjour mon ami. Je vais allaiter tout le monde. Merci, Sarah Lune. » Donc, c'est ça, il y a un phénomène de revictimisation qui est parfois pire. Attendez, je vais juste plugger mon bébé. Par exemple, Alice... Donc, ce que je voulais dire, c'est revictimisation, c'est de remettre en question la parole de la victime en la dénigrant et en lui refaisant revivre, finalement, la violence vécue. Ouais. Parfois, c'est pire. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu ça aussi. Tu sais, dans ce qui a été dit par Geneviève Peterson, ça nous faisait revivre ce qu'on vit. Quand, comme victime, on porte plainte, puis quand, comme victime, on ose parler, il y a une culpabilisation de la victime. Tu l'as cherché. Comme quand le recteur de l'Université Laval avait dit aux victimes d'agressions sexuelles, il y avait juste à barrer leur porte. Ouais. C'est comme, non. Quand c'est pas à propos, c'est violent et c'est dérangeant et ça vient des femmes et des hommes. Ça vient de tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a eu une grande, grande, grande colère parce qu'on a... Les personnes qui ont été victimes d'agression, hommes-femmes, ont vécu ça. Ont vécu ce jugement-là, cette non-croyance-là. Alors, quand Geneviève Peterson et Benoît Dutrisac dénigrent, dans ce contexte-là, ça nous ramène à toutes sortes de blessures très, très intimes qui sont vraiment pas agréables. Donc, moi, je comprends les filles d'être en colère et les gars. Tout à fait. Oui, et puis, tu sais, après ça, d'utiliser... Ça, c'est une autre chose qui m'a dérangé. Après, c'est d'utiliser... Le chapeau du féminisme pour t'excuser ou pour... tu sais, c'est ça... Dans ses excuses, comme qu'elle a dit, c'est comme, genre, je fais pas ça, puis je peux pas faire ça parce que je suis féministe, mais à ta peu, tu sais. C'est pas une justification. S'auto-proclamer féministe, là, je veux dire, faut arrêter ça, là, tu sais. Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas un titre que tu te donnes dans une badge que tu peux t'auto-donner comme ça, là, à un moment donné. Tu sais, on l'a vu à OD, là, avec Charles. Non, mais je suis féministe. J'ai été correct avec mon ex, je suis féministe. T'as peu. C'est correct une chose de le dire, mais c'est pas ce que tu dis qui définit ton féminisme, mais c'est tes actions. Là. Tes actions vont pas en ce sens-là. Je veux dire, c'est beau le dire, t'es féministe, mais... Ou du moins ta vision du féminisme, ce que tu crois que c'est. Puis là, après ça, il y a différentes visions qui existent, mais clairement, il y a quelque chose qui cloche avec celle-là. Parce que de dénigrer une femme pour son physique ou ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux... Pour moi, c'est pas féministe. Puis, tu sais, en même temps, je comprends qu'il y a des maladresses qui sont posées, puis je comprends que des fois, on peut commettre des erreurs, puis que, tu sais, c'est facile de déraper des fois dans le langage commun, tu sais, quand on a une discussion enflammée. Mais là, c'est parce que c'était pas la première fois que ça arrivait, tu sais. Ouais. Puis, à un moment donné, c'est que dans ces lieux de parole-là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Puis, j'ai l'impression que les médias traditionnels de ce type-là, ils sont très verticaux, tu sais. C'est pas comme nous, on est dans l'horizontalité des échanges. On pose quelque chose, on a toujours tout de suite des réactions. Donc, ça nous amène à nous sensibiliser aux conséquences de nos paroles. Alors que j'ai l'impression que ces animateurs-là, un peu inspiration Radio de Québec, là, entre guillemets, ils ont moins le contact direct, tu sais. Ces animateurs-là sont tous les jours à la radio, puis ils sont pas tant ces réseaux sociaux. Exactement. Alors, moi, j'ai appris de mes erreurs dans le passé. J'en ai commis des erreurs. J'ai même déjà probablement slut-shamé quelqu'un, tu sais, publiquement, là. Ça m'est arrivé dans mon parcours de commettre des actes et de dire des choses qui n'avaient pas sa place plus jeune. Je suis certaine de ça. Mais j'ai appris, puis je pense que ces gens-là vont apprendre. Ben, peut-être pas Benoît Dutrisac, qui est peut-être un petit peu... Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps. Elle, je suis sûre qu'elle va apprendre de ses erreurs, puis que... Mais en même temps, c'est très ancré, puis là, il y a du travail à faire. L'affaire, puis tu le mentionnes bien. Tu sais, nous autres, mettons, là, c'est arrivé plusieurs fois qu'on a dit quelque chose sur le podcast, puis la journée où est-ce qu'on l'a sorti, il y a eu un commentaire où est-ce qu'on l'a lu, on a fait... c'est vrai. Tu sais, là, on n'avait pas raison, puis effectivement, tu sais, puis quand t'es dans ton micro... puis qu'il n'y a aucun retour. Tu sais, dans justement Radio X, là, à Québec, tu n'as aucun retour. Peut-être qu'il y a du monde qui vont t'écrire sur ton groupe Facebook, mais c'est du monde qui sont d'accord avec toi, qui vont juste... Fait que tu n'as pas de retour, tu fais juste parler. Puis l'objectif aussi, puis on en parlait avec Trump tantôt, de diviser les choses. Puis, tu sais, dans ce cas-là, c'était médias traditionnels versus médias sociaux. Puis là, on tasse les médias sociaux. Puis moi, je me rappelle, j'étais allé à Cube Radio pour parler... Je me rappelle plus c'était avec qui. C'était peut-être même Geneviève Peterson, mais je me rappelle pas plus. Gros aimé?
Non. Ah, OK. Ben, Rosemée, moi, je pense que c'est un terrain plus... Ben oui, mais oui. Ouais. Ah, correct, c'était peut-être... non, c'était pas Rosemée. En tout cas, je me rappelle plus c'était pour qui, mais j'avais parlé de véganisme, tu sais. OK. Puis la question... Fait que là, j'arrive là, moi, je parle de véganisme. Puis là, après ça, t'as... OK, mais le travail est pas fait si on divise pas. Fait que là, il y avait la question, ouais, mais qu'est-ce que tu penses du monde qui vont shamer le monde qui achète des manteaux de fourrure, mettons, chez Canada Goose, tu sais. Puis j'ai fait, ouais, mais la discussion est pas là, tu sais, j'endosse pas ça, non, mais je pensais qu'on avait une discussion où est-ce qu'on allait parler, tu sais, de véganisme, de comment moi je l'entrevois, puis mais là, ça prenait la division, tu sais. Il fallait amener la division. Ah, c'est fatigant. Puis, à un moment donné, je me rappelle, l'année passée, j'avais fait le cover d'Urbania en allaitant, en prenant un selfie pour faire un peu un clin d'œil à notre génération. C'était Félix Renaud qui avait fait les photos, hein? Oui, exactement. Puis, tu sais, j'avais remarqué que chez des gens plus âgés, l'ironie n'était pas compris trop. Puis, tu sais, c'était comme, qu'est-ce que tu fais là à te montrer comme ça? Micheline Langto était bien fâchée. Puis là, j'avais été invitée à une tribune médiatique assez écoutée. Très écoutée, une chaîne de radio, en fait, la plus écoutée. Puis j'avais été assez consternée par le décalage entre ma génération puis les plus âgés qui ne comprenaient pas les codes, finalement. T'sais, alors que sur les réseaux sociaux, ça marchait très bien, mais j'ai l'impression il y a aussi une histoire de génération là-dedans. Clairement, sûrement, oui. Puis Elisabeth l'a dit hier, tout le monde en parle, elle l'a bien dit d'ailleurs, il y a un clash de génération, il y a deux espèces de réalités de monde qui se parlent pas, qui se dialoguent pas. Je veux dire, tu sais, j'ai l'impression qu'on a parlé que de ça depuis une semaine, mettons. Ouais. Puis moi aussi. dimanche, là, avant tout le monde en parle, j'étais chez mes parents, puis tu sais, j'ai demandé, toi, Elisabeth Rioux, t'as entendu parler de ça? Non, c'est qui, c'est quoi, tu sais? Tu sais, à ce point-là, tu sais, que moi, c'était omniprésent. Je pouvais pas ouvrir mon ordinateur sans entendre parler. Puis qu'elle, elle n'a même pas entendu un brin parler. Fait que ça montre à quel point on vit dans des univers qui sont parallèles. En silo, tu sais, puis en ce moment, c'est vraiment déconnecté. Puis j'ai l'impression que ça va venir à disparaître. Là. Je pense qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, où tout ça va se mélanger, les réseaux sociaux vont devenir comme les médias, ou je sais pas, puis une personnalité va être autant web que télé, tu sais. Puis je pense qu'on le voit déjà. Mettons, tu sais, tu prends des Rosalie Bonenfant, c'est-tu une influenceuse ou c'est une personnalité radio ou télé, tu sais. Puis tôt ou tard, je pense que ça va devenir ça, mais pour l'instant, là, il y a une espèce de clash de génération, puis ça fait qu'on se critique, on se pointe du doigt sans connaître, là, tu sais. Vraiment, tu sais. Puis c'est ça qui est le plus triste de cette entrevue radio-là, c'est que, je l'ai dit tantôt, mais c'est que ton propre aveu, tu dis que c'est vraiment malhonnête intellectuellement de passer 12 minutes à bâcher quelque chose que tu sais même pas c'est quoi. T'as même pas fait un once de recherche. Oui, mais attends, paraît-il qu'elle savait puisqu'elle a fait un film sur la question, donc c'est d'autant plus... Mettons, je parle de lui, là. L'homme dans la situation. Là. Mais c'est quand même... Qu'est-ce que j'allais dire? Excusez, ça vous dérange pas en l'allaitement? On peut prendre une pause si vous voulez. Est-ce que tu veux prendre une pause? Non, c'est correct. Okay. C'est pour les auditeurs. Ça vous dérange-tu? Ah, non, pas de réaction. Les auditeurs, ça ne les dérange pas. Attendez, je vais juste me plugger parce que je t'avais de faire un... Dans ce cas-là, tu sais, mettons, quand c'est... tu sais, Elisabeth Rioux, elle avait somme toute été épargnée du discours public au Québec. Là. Tu sais, le monde est plus à l'international, puis le monde la connaît pas. Déjà, tout le monde en parle une fois. Oui, mais c'était dans le cadre de... Ça fait longtemps, là, c'était dans le cadre de l'émission Influenceur. Oui, mais tu sais... dans le sens où le monde n'en parlait pas beaucoup. Puis là, s'il va y avoir une réalisation pour ces médias traditionnels-là, ça va être, OK, on peut avoir un énorme backlash en faisant ces choses-là. Oui, faisons attention. En impunément s'attaquant à quelqu'un qui a toute cette puissance-là derrière elle. C'est comme, OK, là, il y a quelque chose là que peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il existait. Là, c'est parce que pendant longtemps, on dirait rire des influenceurs, c'était comme un peu des proies faciles, parce que comme ils n'ont pas de contenu, beaucoup de gens trouvent ça vide et niaiseux, fait qu'on les critique, puis on fait des jokes dessus, puis c'est correct, sauf que ça, là, j'ai l'impression que ça passe plus, surtout quand c'est sur des sujets aussi sensibles. C'est ça, mais ça dépend. Mettons, P.O. Baudouin, je veux dire, c'était pas le meilleur geste de sa vie. Là, non, ça exact, méritait quand même une petite critique, là, on s'entend. Il y a de la... Excusez mon français, mais il y a de la merde sur les réseaux sociaux aussi, tu sais, puis il n'y a pas juste du bon.
Mais l'affaire, c'est que... Il y a de la marde des médias traditionnels. Il y a de la marde partout. Il y a de la marde. Il y a toujours eu de la marde partout. de la marde, là, il y en a. Puis du vide, il y en avait avant les réseaux sociaux. Là. Du vide à la TV, ben oui, il y en a tout le temps eu. Il y en a encore. Le monde achetait des séjours avant qu'Instagram existe. Puis tu sais, le vide de tout le temps est fait partie des personnalités connues qui parlent de leur vie personnelle, justement, puis de leur accouchement dans puis ça sonnait comme s'il y avait un jugement, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce que t'as contre les accouchements? Toi, le gars, le 6, l'homme blanc 6. Mais tu sais, ça a tout le temps existé. Parler de tes relations de couple pour mousser ta popularité dans des revues à potins, ça a tout le temps existé. C'est pas un nouveau phénomène. Il y a juste un nouveau médium, tu sais. Puis Elisabeth a donné une full bonne entrevue avec Paul Arcand, je sais pas si tu l'as entendu. Non. Tu sais, puis elle a fait des bons points. Puis tu sais, première chose qu'il dit, c'est que donc toi, Elisabeth, t'es influenceuse, puis elle fait, moi, je me considère... C'est une entrepreneur. Pourquoi tout le monde... Pourquoi le titre qu'on lui accole, l'étiquette qu'on lui accole, c'est influenceuse, tant qu'en réalité, cette fille-là a construit elle-même une business énorme, pratiquement toute seule, entre l'âge de 17 puis 23 ans. Là. C'est fou. Cette fille-là, elle a un talent c'est une prodige, là, finalement, de l'entrepreneuriat, de la business. Puis on en parle très peu. On parle plus du fait qu'elle pose des photos en maillot de bain. Puis c'est comme si c'était ça qu'elle définissait, mais en réalité, c'est une fucking entrepreneur de grand succès. Puis ça devrait être ça qu'on... On peut être critique aussi du fait qu'à un certain moment donné, c'est comme le corps parfait là, qu'on voit partout. Moi, c'est ça que je trouve dommage. Je sentais chez, mettons, une animatrice comme Geneviève Peterson, un malaise, puis un malaise très profond, qui vient peut-être de blessures, je sais pas, je suis pas dans sa vie, mais c'est correct de dire qu'on est affecté négativement par des images. Tel jeune a fait une bonne publication là-dessus. On peut critiquer la démarche, mais maintenant, parler de violence conjugale, c'est un tout autre sujet. Et moi, comme femme, des fois, je me sens confrontée. Je veux pas faire comme si, je veux dire, j'ai eu 2 enfants, j'ai 29 ans, je viens d'accoucher. Je veux dire, des fois, je me sens comme une grosse marde, parlant de marde, physiquement. Donc, c'est correct, des fois, de se sentir confrontée, peut-être par les images de corps parfait d'Elisabeth. C'est correct d'en parler, mais il y a une façon d'exprimer sa vérité, pas dans l'accusation, puis pas dans la violence comme telle. Mais je pense que parce qu'elle est une femme aussi, ça n'aide pas sa cause là, dans ce contexte-là. Je veux dire, la violence est peut-être encore plus grande. Mais je reviens au contexte de base initial, qui est un cas de détresse et de violence conjugale. Puis le fait de la blâmer, ça a quand même dû générer un grand impact négatif dans le développement de plusieurs victimes qui parleront le problème, il est là. Dans ce contexte-là, qui vont garder le silence parce qu'ils auront peur de se faire dire par mon oncle « T'es juste une petite niaiseuse ». C'est comme « Non. Je pense quand même que dans ce cas précis-là, justement, mettons le backlash initial à la sortie d'Elisabeth sur la violence conjugale, mettons, de Geneviève, a été largement contrebalancé, même dépassé par le backlash à la critique, mettons, qui a été de Geneviève, là, mettons. Fait que je pense qu'en bout de ligne, on a beaucoup plus parlé positivement que négativement de sa sortie. Puis je pense qu'en bout de ligne, le fait qu'on en parle, que c'est devenu une espèce de débat de société. Ça a été vraiment bénéfique plus que négatif, là, finalement, en bout de ligne. Oui, je pense que oui. C'est ça. Parce qu'il y a eu le backlash, mais il y a eu le backlash au backlash, là, mais qui était beaucoup plus gros encore. Qui est en fait assez courant, là. J'ai l'impression, quand il y a des fights, là, des batailles sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de ça, là. Il y a souvent le contrebalancier. Mais moi, je me remets quand même dans la place de Elisabeth, qui est quand même une victime que... j'ai un bébé de 2 mois, ça me confronte. Moi, j'imagine que mon chum essaie de m'étrangler, puis je capote. Je veux dire, c'est un grand deuil d'avoir, comme le père de ta fille ne sera plus présent. Peu importe les raisons, peu importe si, je veux dire, je sais pas, y a-tu en psychose, y a-tu quelque chose, peu importe, c'est vraiment, je trouve, extrêmement triste. Puis je trouve on oublie de parler un peu de ça, du concret de la chose, que, hey, la fille était à Tout le monde en parle dimanche, là, puis elle était debout, puis elle était là, puis elle était prête à affronter comme les caméras. Puis, je veux dire, c'est pas nécessairement évident pour cette fille-là, dans un contexte où elle est encore dans la situation devant les tribunaux, elle est vraiment dedans, d'aller devant les caméras parler. Moi, je l'ai trouvée forte. Puis je trouve qu'on a tendance à déshumaniser un peu l'affaire beaucoup, là, comme, là, je parle pas de nous en ce moment, mais en général, tu sais, on
on oublie la souffrance derrière ça. Peu importe qui s'exprime là-dessus. Tu sais, comme j'ai donné une entrevue à Hugo Meunier à Urbania, puis il était comme, ouais, mais c'est dur ce qu'elle vit, Geneviève. Hey, minute, c'est vrai? là. Mais c'est vrai, oui, c'est dur qu'elle vit, par exemple. Oui, c'est dur ce qu'elle vit. Tu sais, moi, je l'ai vécu aussi, ce bashing-là, mais il y a aussi... Je remets la situation de la fille, elle s'est faite étrangler par son ex. C'est pas drôle, je veux dire. Elle aussi, là, elle souffre en ce moment. Et toutes les victimes souffrent beaucoup. Puis moi, c'est beaucoup de ça dont... En tout cas, j'aimerais qu'on pense à elle et eux qui vivent cette situation-là. Et on banalise beaucoup, en général, les violences. Je veux pas aller trop dans le théorique, mais en même temps, je conseille cet ouvrage-là à quiconque qui s'intéresse à la question. Patricia Romito, qui est psychologue, qui a écrit Le silence des mortes. Puis elle s'est intéressée à comment, dans la société, on banalisait les violences faites aux femmes, dans son cas là, particulier. C'était particulièrement fait aux femmes là, qu'elle s'intéressait le sujet de sa thèse. Et finalement, elle examine vraiment toutes les rhétoriques de banalisation des violences, comme ce qu'on a entendu avec Peterson et Dutrisac. Et c'est fascinant parce que quand on porte oreille, on se rend compte que c'est partout dans le discours ambiant, puis aussi dans nos discussions, dans la quotidienneté. C'est un vrai enjeu, un vrai problème. Et ça, je pense que c'est très, très instructif ce qui se passe là-dessus. En tout cas, moi, ça me démontre que c'est encore tellement d'actualité. Mais qu'il y a quand même l'espoir parce que les nouvelles générations semblent être assez... éveillées par rapport à ça. Puis moi, ça m'épate le ressenti des gens, comment c'est exprimé en ce moment. C'est fou, là, comme la solidarité, quand même. Je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça vraiment positif. C'est ça, mais clairement, tu sais, Elisabeth, elle n'avait pas envie de vivre ça. Là, elle n'avait pas envie de passer à travers ça. Puis, fou, hein? puis Geneviève Peterson, je pense non pas plus. Aussi qu'elle avait envie de vivre ça. Puis je pense que ça pourrait revenir dans le temps, elle fermerait sa gueule, tu sais, parce que c'est ça, elle n'irait pas là, parce que je pense que, tu sais, finalement, en bout de ligne, la société peut-être est gagnante parce qu'on a eu une conversation autour de ça. Mais, tu sais, c'est ça, Elisabeth, ça a dû être excessivement difficile puis désagréable à vivre, là, tu sais. Ah oui, vraiment. Ben, toute la situation, je veux dire, de A à Z par rapport à ça. Puis, mais je pense qu'on en revient à l'idée que ces gens-là ont un micro puis qu'ils sont rarement confrontés parce que aussi, peut-être que Cube Radio, c'est pas si populaire que ça. Je sais pas, c'est une nouvelle radio. Je connais pas les codes d'écoute, mais... Non plus. Puis ben, peut-être aussi qu'il y a des affaires comme ça ou aussi pire qui se sont dit puis qui ont juste passé free parce que c'était pas Elisabeth Rioux. Ah, mais moi, je te confirme qu'il y a des choses des affaires comme ça, puis là, c'est juste, OK, tu viens de targeter la personne qu'il fallait pas, là, tu sais. Sur un sujet qu'il fallait pas, puis... Ben, c'est aussi que ça s'est retrouvé sur LCN. Tu sais, à la base, LCN, c'est quand même, c'est quand même écouté, là, je veux dire, t'es sur les ondes publiques, là. C'est un réseau d'information. C'est un réseau d'information. Moi, je trouvais ça bizarre, un peu, l'intervention de Julie Marcoux. Je suis comme, à quel point tout ça est informatif? C'est ça, l'intérêt public. Merci pour le concept. C'est quoi, comment elle appelait ça? Extirsion? Extimité. Ah oui, l'extimité, c'est vrai. Ça faisait vraiment bizarre. Tout ça était bizarre. Mais vraiment, donc, moi, il y a ça. Puis, et comment accueillir finalement les victimes de violence dans ce contexte-là? Moi, je pense que c'est important de rappeler un peu comment agir aussi, justement. C'est tellement... Ça, c'est... On a l'exemple là, de comment ne pas agir quand une victime vient nous voir pour nous dire « j'ai été victime de violence », c'est-à-dire remettre en question pour toutes sortes de raisons, sa sexualité, son physique, etc. Tous les facteurs externes qui n'ont aucun rapport. Quand une victime vient nous voir, la première chose à faire, c'est de l'écouter, d'être dans le... En fait, Caroline Souffrant, qui est spécialisée dans les questions de violence sexuelle, était venue à mon podcast, elle parle, puis elle racontait un peu comment agir. Puis, tu sais, c'est ça, c'est l'écoute. C'est le remercier la victime d'avoir partagé son expérience dans ce contexte-là. C'est très difficile de parler, de transmettre, etc. Donc, de remercier, de considérer et de donner de l'aide comme on peut, mais c'est tellement pas de juger. C'est pas à nous de juger dans ces circonstances-là. Puis, si vous saviez à quel point ça peut être banalisé, des situations de violence conjugale. Et moi, ce que je trouve aussi dommage, c'est que
tu sais, ça nous prend toujours le gros coup de poing sur la gueule pour qu'on réagisse, tu sais. Mais la violence conjugale, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand j'ai signé une lettre, j'ai adhéré à une lettre signée par les péripatéticiennes qui a été publiée sur Le Devoir, puis au journal Le Devoir, et ils parlent du concept de continuum, c'est-à-dire de dire que la violence conjugale, tu sais, c'est tout un... Et les violences comme telles faites aux femmes, c'est un continuum de violence. Et à l'extrémité, on a le meurtre, on a les actes de violence plus visibles, physiques, un coup de poing sur la gueule, etc. Mais à travers ça, tu sais, pour y arriver, ça prend de la violence psychologique. Il y a plein de sortes de violences. Et tout ça est un grand phénomène. Et c'est pas à banaliser le début de cette violence-là. Tu sais, ça commence par de la mesquinerie, ça commence par des petits gestes, etc. Et donc, pour moi, ce que je trouve dommage, c'est de dire, bien, ça nous prend, finalement, le grand spectacle de l'étranglement pour réagir. Mais, tu sais, nous, si on est témoin autour de nous de cas de violence qui est à plus petite échelle, c'est important de réagir avant que ça aille là. Et ce que j'ai trouvé aussi hypocrite, quelque part, c'est, tu sais, ces médias-là qui... Pas juste ces médias-là, mais en général, on crie au scandale quand une femme meurt sous les coups de son mari. Là. On a eu plusieurs cas aussi dans les derniers mois. Là. Le confinement n'a pas aidé à la santé mentale de tous. Bien, c'est le temps d'agir. Là. Quand Elisabeth Rioux se fait étrangler, là, c'est que c'est dangereux. Ça peut mener à la mort. Malheureusement, c'est ça la situation. Puis je veux pas avoir l'air alarmiste, mais il faut réagir. Il faut qu'on dise non à ça. Donc, voilà, je trouvais ça un peu hypocrite de la part de ce média-là qui crie au scandale quand quelqu'un meurt, mais là, aidons-nous. Oui. Absolument. C'est une situation qui ajoute à l'espèce de vertige des derniers mois, mettons. Là. Tu sais, de sentir que la santé mentale de tous est de plus en plus affectée, de sentir que les fragilités des gens sont exposées, puis que... Du moins, c'est le feeling que moi j'ai l'impression qu'on est un peu en train de manquer de souffle là, dans cette... dans toutes les derniers mois, le début du confinement, puis j'ai l'impression qu'on commence à manquer de souffle un peu collectivement. Là, qu'on commence du moins à arriver au bout de ce qu'on a, là, des ressources qu'on a. J'ai l'impression. Les ressources sont pas grandes, là, je veux dire, en termes de santé mentale. Puis j'ai fait un petit statement sur Instagram pour dire est-ce que monsieur le premier ministre pourrait donner plus d'argent au groupe de femmes battues puis aux maisons d'hébergement, mais ça équivaut aussi pour la santé mentale. Oui, on est à bout de souffle, je crois, tous et toutes, là, par rapport à ça. Être isolé, pas voir de gens, c'est pas bon pour la santé mentale. Pas faire de sport, c'est pas bon pour la santé mentale. Et c'est pas pour rien qu'il y a une augmentation flagrante des appels à l'aide. Je veux dire, la police de Québec a dit, je pense les pompiers qui ont dit qu'il y a 30 d'augmentation d'appels pour violence conjugale. Il y a vraiment là, comme une augmentation des violences en général. Puis c'est pas juste domestique, on l'a vu, là, c'est dans l'espace public, on en parlait. Je veux dire, les anti-masques qui arrivent avec des guns aux États-Unis, c'est une montée des violences. Je pense que c'est l'effet d'isolement, l'effet du contexte aussi ambiant. Avant ça, il y avait la crise climatique aussi qui était très anxiogène. Je pense qu'il manque de ressources. Je veux dire, aller voir un psychologue, ça coûte cher. Oui, mais c'est ça. Puis en plus, il y a la précarité sociale, la précarité monétaire en ce moment là, qu'on vit tous. Là, de faire là, OK... tu sais, là, plus de PCU, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, là, il y a des business qui ont repris. Nous, on est chanceux. On a le studio qui fonctionne encore. Mais quand tu ajoutes ça aussi, tu sais, puis que là, le soir, tu essaies de t'endormir, puis tu fais juste penser à tout ça. Puis tu sais que le lendemain, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lever de soleil à l'horizon, là, dans un futur rapproché. Fait que ça crée encore plus le vertige que je parlais tantôt, en fait, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'on ne réalisait pas au début de l'été avec le PCU. C'est vrai que ça a eu un impact très positif, finalement. On est très, très chanceux d'être nous au Canada, finalement, dans ce contexte-là. Mais manquer d'argent dans la vie puis pas savoir comment payer ton loyer, la pauvreté, c'est quand même l'un des stress les plus grands que tu peux vivre. Je veux dire, de ne pas savoir comment tu vas nourrir ta famille. Puis... on vit un contexte économique historiquement vraiment marquant, négatif.
c'est fou ce qui se passe finalement. Mais je pense qu'on était un peu dans notre bulle au début du confinement avec la PCU, l'été qui arrivait. Moi, je voyais bien du monde qui était comme « Hey, hop la vie quand même. On est sur le PCU, c'est le fun parce que c'était quand même des sous, tu sais. Pour des gens que, c'était quand même de l'argent. Mais là, le PCU qui disparaît, l'automne qui arrive aussi, le manque de lumière, tu sais, c'est toutes sortes de petits facteurs que... Novembre, c'est déjà dur à la base. C'est dur quand tout va bien. C'est non, ça. mais c'est vrai, c'est dur. Oui, c'est vrai. La dépression saisonnière, c'est real. Là, c'est un vrai problème. Mais puis c'est ça, tu sais, puis justement, tu sais, ce moment-là où est-ce qu'on recevait la PCU, puis tu sais, je veux dire, en début de podcast, j'étais là, genre, je recevais la PCU, puis tu sais, mais tu sais, dans le fond, on emprunte un peu c'est une dette collective, à l'avenir, là, tu sais, puis oui, il va y avoir des mesures d'austérité. Elle va être longue, puis tu sais, il faut que le gouvernement contribue, puis tu sais, puis évidemment, sauf que faut s'attendre à, collectivement, on va payer cette dette-là longtemps, là, puis ça va prendre des années, des décennies, voire, là, à vivre les conséquences de cette crise-là. Puis pas juste ça, tu sais, comme tous les restaurateurs, les entrepreneurs, vous dites, vous êtes chanceux probablement dans ce contexte-là, mais ça doit être quelque chose, là, avoir un restaurant, puis dire, bon, ben, bye, puis c'est fini, c'est terminé. Je trouvais qu'on était comme vraiment on était dans une belle envolée économique, en fait, là. On était dans une prospérité certaine avant le confinement. Il me semble que le Canada allait assez bien. Les entrepreneurs, ça allait bien, ça roulait. C'est fou ce qui s'est passé, finalement. C'est terrible. Jamais j'aurais pu croire ou penser vivre ça. On parlait souvent de virus, pandémie, mais c'était comme pas concret. J'étais comme le stress, OK, mais je pensais jamais que ça allait donner ça. Non, moi, je pensais pas que... c'était pas dans mon entendement. Je pensais pas que le confinement, c'était quelque chose qui était dans l'univers du possible avant que ça arrive. Il y a personne qui te dit, hey, s'il y a une pandémie mondiale, ça se peut qu'on se confine, on n'avait plus toute ferme, on n'avait pas le droit vraiment de sortir, de voir du monde. Puis les premières fois qu'ils en parlaient, j'étais là, ben voyons donc, c'est impossible, puis... Je pense qu'on a tous une phase de banalisation du COVID, mettons, en février dernier, là, mettons, l'an passé. Là. Ben, au début de l'année. Avant qu'on comprenne le sérieux de ça. Puis c'était comme, voyons, là, les médias exagèrent, puis tout ça, puis nanana. Puis quelqu'un, non, c'est vrai, là, c'est vrai, c'est qu'on se confine, ça dure longtemps. Puis ça, tu parlais de restauration hier, à tout le monde en parle, il y avait, ce sujet-là est abordé, là, des restaurateurs qui perdent 95% de leurs revenus là, du jour au lendemain. Tu peux pas espérer payer ton loyer encore bien longtemps. C'est excessivement difficile. Tellement de gens qui perdent leur emploi, des jobs payants quand même en hôtellerie. C'est pas évident. La musique, mais pas juste ça. Tu sais, moi, écoute, quand je suis allée à l'hôpital puis que j'ai accouché, en tout cas dans des circonstances covidées, c'était... Tu sais, moi, j'étais dans le triage, puis j'étais dilatée à 4. Pour les petits détails, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Pour ceux qui veulent savoir, j'étais dans une salle de triage, puis tu sais, j'attendais, ils voulaient me renvoyer chez nous. J'étais comme, non, je veux accoucher cette nuit, laissez-moi dans le triage. Puis en tout cas, bref, c'est arrivé plus tard. Mais à côté de moi, il y avait un couple anti-masque qui était un petit peu enragé envers l'infirmière. D'être obligé de porter leur masque. Ils ne voulaient pas se faire tester pour la COVID. OK. Puis il était agressif. Puis il voulait pas, puis la fille avait été accouchée. Puis tu sais, moi, j'étais à côté de ça, puis j'étais comme, mais dans quel monde je vis, tu sais? Puis là, j'ai pensé à comme les artisans de la santé, là, pour vrai, là, tu sais, on en a beaucoup parlé au printemps, en mars, on était comme, les infirmières, lâchez pas, les médecins, lâchez pas, les préposés, lâchez pas. Mais lâchez pas pour vrai, mais c'est encore là, on en parle moins, mais non, mais sérieusement, moi, quand ils m'ont transférée dans la zone rouge, puis que j'ai été enfermée dans ma petite pièce, là, j'ai bad trippé, je vous l'ai dit, mais pensez à ces gens-là qui doivent gérer. C'est une zone de guerre, là. Vous n'avez pas idée à quel point c'est traumatisant, ces lieux-là. Les gens sont stressés, on a peur, on veut... Tu sais, tout le monde est tributaire, tu sais, on est tous responsables, on veut pas ramener le virus à la maison, contaminer notre famille, que notre enfant, qu'on soit pogné avec notre enfant qui allait à la garderie. Puis il y a beaucoup, beaucoup de conséquences reliées à ça. Même, tu sais, moi, d'avoir été diagnostiquée, il a fallu que j'appelle des gens qui ont perdu genre 14 jours de travail. C'est beaucoup, tu sais, c'est beaucoup d'impact qu'on ne pense pas. Puis cette zone de guerre-là dans les hôpitaux, en ce moment, je veux dire, c'est l'horreur pour eux. C'est très, très, très difficile. Nous, on est dans notre bulle, puis oui, on a été YOLO pendant un bout, mais eux, wow, vraiment, comme c'est très déprimant. Puis
dans mon 48 heures enfermé, que j'étais comme, est-ce que je vais contaminer ma fille? J'ai toute la baisse d'énergie, puis on appelle ça aussi l'espèce de baisse hormonale. Là. Il y a comme quand même un petit postpartum de 48 heures. Là. Moi, je l'ai vécu toute seule dans ma chambre, puis c'était vraiment bizarre. Là. C'était vraiment comme, j'aurais pu faire une psychose. Puis je le dis sincèrement, c'était aliénant. Mais toi, fait que t'as accouché, au moment que t'accouchais, t'avais la COVID? T'avais-tu des symptômes? Non, j'ai jamais eu de symptômes. OK. Puis ta petite fille est sortie de toi, mais elle l'avait pas. Elle l'avait pas. Puis ça, là, c'est comme bien particulier parce qu'elle l'avait pas. Mais tu sais, moi, j'étais le premier cas de l'étage, là, de l'hôpital. Puis il était comme, on sait pas comment gérer ça. Puis tu sais, c'était au début de la deuxième vague. Mais j'ai pensé à ces gens qui vont mourir dans ce contexte-là. Isolés, là. Tu sais, on en a parlé, mais j'aimerais le redire. Pour avoir été isolé en accouchant, c'est comme donner la vie, c'est comme une grosse étape. Ouais. Mais il y a aussi mourir, qui est une grande étape de la vie. Ouais. Puis j'ai pensé à ça et André Ducharme a fait, le scripteur de Tout le monde en parle, l'ancien RBO, il a parlé de son père qui est mort à l'urgence puis qu'il n'a jamais pu aller le voir. Puis mourir dans ce contexte-là, je vous dirais... C'est effroyable. Ça doit être effroyable. Je peux pas concevoir. Là, t'es là, puis t'es comme, OK, c'est le dernier moment de ma vie, puis je me sens pas bien. Comment tu... Ouais. Oh my God! Comme, c'est tellement triste. Mon grand-père, il avait un frère. Il restait un frère, dans le fond, de toute sa famille. Évidemment, ses parents sont décédés, tous ses frères et sœurs. Puis là, son frère, pendant la COVID, tu sais, mon grand-père, il a 85 ans. Puis pendant la COVID, il l'a appelé, il a dit Pierre, je t'appelle pour te dire adieu parce qu'il venait demander l'aide médicale à mourir. Puis il dit à cause de la COVID, on pourra pas se voir. Tu sais. Fait que c'est son dernier frère. Tu sais, puis il l'appelle, puis il dit je t'appelle pour te dire adieu. Tu sais. Puis là, mon grand-père, il est chez eux, puis c'est son dernier frère, puis OK, on se revoit de l'autre bord. Là, tu sais. Puis c'est comme, c'est terrible, tu sais. C'est vraiment terrible. Puis mon grand-père, il reste des années encore, là, tu sais. Il est encore super en forme, puis tu sais, je touche du bois, j'espère vraiment qu'on va avoir des Noëls puis des Noëls avec lui, là, tu sais, mais quand même de te dire, la personne qui était là le plus longtemps dans ta vie, encore vivante, tu peux même pas aller la prendre dans tes bras. Là, on comprend les raisons. Quand il voit la mort arriver, en plus, c'est qu'il dit, tu sais, c'est pas un accident, c'est comme, OK, là, lui, il avait un cancer. Je vais mourir, là. Puis là, je suis tout seul. Puis c'est là, je t'appelle pour te dire bye. Tu sais. Non. C'est vraiment triste. Puis, moi, ça l'a frappé, mettons, excuse-moi de couper, mais moi, ça, mettons, cette histoire-là, même si je suis ultra pro pour les mesures sanitaires, puis le confinement, puis de vraiment... Moi, je suis plus dans le camp de... Exagérons un peu, puis réglons ça après, là, pour sauver des gens, là, tu sais. Ouais. Puis cette histoire-là, tu sais, tout le monde dit la COVID, ça nous affecte pas, puis t'as personne proche de toi, puis personne dans cette gang-là est mort de la COVID, tu sais. Mais c'est la COVID qui crée cette espèce de distance-là où est-ce que quelqu'un de 85 ans peut même pas risquer de sortir de chez eux pour aller dire adieu à son frère, tu sais. Ça, c'est la COVID qui fait ce risque-là, tu sais. Puis quand le monde fait c'est juste pour les vieilles personnes, ben c'est peut-être juste pour les vieilles personnes, mais quand t'as 85 ans puis que t'as passé toute ta vie avec ton frère que t'aimes beaucoup puis tu peux pas aller le voir, ça a-tu moins de valeur que quelqu'un de 20 ans, tu sais? Je veux dire, oui, OK, ça affecte juste les vieilles personnes, mais c'est des personnes aussi. C'est des personnes qui sont des piliers dans notre société. C'est du monde qui ont à raconter des choses. C'est du monde qui ont vécu, qui ont plus d'expérience que tout le monde. Puis, tu sais, je veux dire, oui, c'est plate, ces gens-là vont mourir éventuellement, mais pas là, pas tout de suite, pas comme ça. Puis c'est le droit à la dignité, moi, je trouve. C'est le droit à la dignité, c'est le droit à mourir, justement. Puis, il me semble c'est un truc de justice générationnelle aussi, qu'ils ont droit à une mort clémente puis bienveillante à quelque part. Pas à mourir étouffé dans une salle d'urgence. Ah non, mais pour vrai, là, je veux dire, c'est un cauchemar total. Puis ce que tu dis, finalement, c'est qu'on humanise, c'est d'humaniser ces histoires-là qui nous semblent tellement loin. Puis c'est comme les cas de violence. On en revient quand on banalise une situation, c'est qu'on n'a pas vécu. Puis c'est facile de voir les chiffres à chaque fois qu'il y a un point de presse du premier ministre. Tu vois les chiffres, 1300 nouveaux cas, 25 morts. Puis là, c'est OK, 25 morts, CHSLD, ça va, tu sais. Un chiffre, ça te touche pas, mais une histoire, ça te touche. Une histoire, ça te touche, puis
Puis pas juste ça, il y a beaucoup d'opérations qui sont mises en attente, puis il y a des cancers qui ne seront pas diagnostiqués. Ouais. Puis c'est peut-être le cancer de ta mère qui a un cancer du sein. Tu le sais pas. En ce moment, elle ne va pas à l'hôpital justement à cause qu'il y a la COVID qui est là. Elle ne va pas se faire diagnostiquer, puis il n'y a pas de suivi, puis c'est compliqué, puis il y a beaucoup de problèmes de santé aussi qui vont être générés. Puis finalement, il y a plein de conséquences sur nos vies qu'on ne voit peut-être pas maintenant. Moi, ça a été l'accouchement. Finalement, j'étais aussi dans ce côté YOLO-là, mais quand j'ai fait, OK, c'est ça que ça veut dire. Puis être diagnostiqué. Puis aussi comme le stress autour de soi, là, comme les gens qui... Hey, j'ai-tu côtoyé, je l'ai-tu transmis à ma grand-mère? C'est comme exponentiel. Ouais. Donc, mais en même temps, moi, je suis d'accord avec toi que, tu sais, des fois, il faut faire preuve de jugement puis d'avoir un peu de souplesse parce qu'on cherche à faire mieux tous ensemble là, quand même. Puis pour la question de santé mentale, moi, de voir des gens, je suis contente de vous voir. Ça me fait du bien. C'est l'une des rares rencontres que j'aurais eues cet automne. C'est quand même fou pareil, mais tu sais, c'est tellement... Il y a tellement de variables dans l'équation qui est comment qu'on gère une pandémie mondiale. Il y a tellement une infinité de variables que le casse-tête que c'est de peser les pour et les contre. Okay, si on confine plus, les pour, c'est ça, mais les contre, c'est ça. Puis puis je voudrais pas être celui qui est le... Horacio Arruda, genre. Je voudrais pas être Horacio Arruda. Je voudrais pas être premier ministre du Québec. Damned if you do, damned if you don't. Exact, parce que dans le fond, la COVID, peu importe comment tu la gères, tu peux la gérer mieux ou pire, mais ça va être de la merde. Il y a des gens qui vont écoper. Puis c'est ça. Mais tu vois l'histoire de ton grand-père et son frère, ça, c'est une dérive possible de gestion de ça. Tant qu'à moi, puis après ça, c'est une dérive. C'est de faire une hiérarchie. C'est excessivement difficile de hiérarchiser, parce que là, je comprends pourquoi il y a des règlements puis on les applique. Mais après ça, la mort, s'il y a encore une chose d'un peu sacrée, puis où est-ce que la dignité, puis où est-ce que le rituel est quand même important. Mettons le point que je voulais faire avec cette histoire-là, le point qui m'apparaît à moi, c'est que il y a eu beaucoup de cocons d'éclosion innocents. Il y a eu beaucoup de personnes qui faisait des parties. Juste à l'Halloween encore, il y a un party en Outaouais, 65 personnes dans une maison louée, qui a été démantelée. Le monde au karaoké, toutes ces affaires-là, qui ont contribué parce que ça en prend une couple, ça n'en prend pas 10 000, ça en prend une couple de petits cocons de même, puis après ça, c'est reparti, Puis il y a eu beaucoup de personnes qui s'en sont collissées, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait zéro attention. Moi je fais attention, je suis pas la personne qui est maniaque. Puis, tu sais, j'ai l'impression que si on avait collectivement fait un petit coup de plus durant l'été pour éviter que ça reparte de même, possiblement que mon grand-père il serait allé voir son frère. Il aurait pu voir son frère. C'était surtout là que je veux aller parce que mon grand-père, ils se sont appelés, c'est lui, il voulait pas plus y aller. Là. Ils ont-tu au moins FaceTime pour pouvoir se voir? Sûrement, je sais pas. Mais l'effort de guerre, il n'y a pas tenu cet été. C'est ça, il n'y a pas tenu cet été. Ouais, puis je veux dire, je l'ai pas tenu non plus. Non, c'est ça, on peut nous-mêmes se regarder dans le miroir là, par rapport à ça. Puis c'est là que moi, ça accroche de faire. Tu sais, je veux dire, il y en a qui l'ont moins tenu que bien d'autres mondes. Mais cet été, c'était comme, OK, il n'y en a plus, là, tu sais. La COVID est quasiment plus là, tu sais. Sauf que quand on a senti que ça repartait, puis on en avait parlé, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a une deuxième vague qui va s'en venir à peu près à l'automne. Tout le monde est au courant. Tout le monde en parle depuis que ça a commencé, tu sais. Puis là, quand ça a commencé à faire ça, il y a encore du monde qui était over le confinement. En fait, moi, c'est fini, je reconfine pas, puis là, ça a fait ce que ça fait maintenant. Tu sais. Mais il y a aussi peut-être... Est-ce que je t'ai interrompu? C'est juste les critiques des mesures. Je veux dire, c'est correct de rester un minimum, je veux dire, critique là, envers les décisions qui se prennent, là, juste pour dire que tu as une réflexion. Mais après ça, le discours, puis on l'a entendu là, récemment, le discours de genre, ouais, mais mettons, le nombre de cas en ce moment ne justifie pas à quel point les mesures sont extrêmes, puis tout ça. Puis, premièrement, le nombre de cas, il est élevé. Mais deuxièmement... première chose, oui. Puis deuxièmement, s'il n'y a pas tant, entre guillemets, de cas ou de décès que ça,
c'est parce qu'il y a des mesures. Ouais. Puis on n'a pas les chiffres de... Si on n'avait pas les mesures. Si on faisait rien. Fait que c'est comme... C'est comme de dire qu'il n'y a pas beaucoup de cas, c'est de prouver que les mesures sont efficaces. Ouais. Fait que fait que c'est comme un non-sens. Mais je pense qu'il y a eu aussi des petites erreurs en termes de communication gouvernementale là, cet été. Puis, au début, c'était bien parti, mais à un moment donné, c'était plus logique. Puis je pense que les gens sont quand même pas dupes, puis ils ont besoin de cohérence. Et là, il manquait de cohérence. Pourquoi fermer les cinémas? Pourquoi fermer le secteur culturel d'abord? Bon, ça, déjà, ça a été comme... Moi, je l'ai critiqué. Moi, le premier de dire... Ça faisait pas de sens. Il faut respecter les mesures de la santé publique parce qu'ils savent plus que nous. Moi, j'ai entendu ça, puis j'ai été le premier à le critiquer parce que là, il y avait des incohérences. Personne qui peut me convaincre qu'il y a plus de chances d'attraper la COVID dans un théâtre distancé, masqué, qu'au gym, tu sais. Mais une semaine après, ils ont fermé les gyms. Oui, mais tu sais, quand on parlait là, de mauvais... Pas de mauvais coups, là, mais de mauvaise gestion puis de dérapage, là, tu parlais de ton grand-père, mais tu sais, comme moi, mettons, dans la chambre d'hôpital, vraiment comme quelque chose qui n'était pas logique, il y avait la machine à air, la conversion à air, qui, pour vrai, m'a vraiment aliénée. Là. C'était un petit peu comme une goutte d'eau. Tu sais, le supplice de la goutte d'eau. Le supplice de la goutte d'eau, c'était le son. Puis, tu sais, honnêtement, il y a eu des intervenants à la fin de mon séjour qui sont arrivés, puis des infirmières, puis l'infirmière était comme, ça n'a pas de bon sens. Je dois couper ce son immédiatement. Ouais. Puis après ça, tu as comme un médecin qui arrive, puis qui me donne mon congé d'hôpital, puis moi, j'avais comme à la fin, j'étais plus capable, j'avais fermé la machine, là. Puis elle était comme... en fait, elle avait même pas réagi au fait qu'il y avait même plus la machine. Puis je suis comme, tu sais à quel point, genre, ça m'a détruit. Puis mon enfant est né dans ce son-là. À 70 décibels, il y a de l'impact, puis il peut avoir un impact néfaste sur l'ouïe de mon enfant. Puis tu sais, j'étais juste comme l'incohérence là, du concret de la chose. Puis après, ils me renvoient 2 semaines à la maison. Ils font jamais comme le suivi de mes en fait, parce qu'ils n'ont jamais fait le suivi, là, la santé publique n'a pas fait le suivi de mes allées-venues. Tu sais, moi, j'ai pas contacté tout le monde. Tu sais, j'aurais pu ne pas contacter tout le monde que j'ai croisé. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai croisé? Tu sais, en tout cas, c'est des petits éléments comme ça. Puis c'est pas de la faute aux gens. Tout le monde est vraiment dans le jus, etc. Mais je trouvais que ça faisait pas de sens. Puis c'était pas agréable. C'est parce que je pense que tout le monde apprend sur le tas, là. Exact. Puis quand tu apprends sur le tas, non, exact. Puis quand tu apprends sur le tas, on en parlait, je pense, avec Jeff Yates. Où est-ce qu'on disait, tu sais, dans le fond, la science, c'est t'avances de 2 pas dans le recul de 1. T'avances de 2 pas dans le recul de 1, c'est juste que là, on y assiste. Là, on voit ça. Oui, puis ça risque de revenir, on le dit souvent, mais ça risque de revenir, pas nécessairement avec la COVID, mais avec d'autres pandémies, tu sais. Puis, bon, quand j'écoutais Joanne Liu, là, l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, elle parlait de sa gestion de la crise de l'Ebola en Afrique. On s'entend qu'on n'a pas eu l'Ebola, je veux dire, qui était quand même spectaculaire. Ou, tu sais, la tuberculose, là, dans les années 40, là, au Québec, là, c'était grave, là, on en mourait vraiment, là, puis jeune. Là, moi, j'ai une grande tante qui est morte à 14 ans de la tuberculose. C'est pas nouveau, puis ça va revenir, puis ça va être probablement encore plus killer, entre guillemets, parce que là, oui, effectivement, c'est peut-être une grippe, c'est des problèmes respiratoires, puis ça touche pas tout le monde. Mais quand ça va te toucher avec des plaies, puis que tu vas mourir, tu sais, ça se peut, ça aussi. Donc, j'ai hâte de voir. Moi, tu sais, ma grand-mère biologique, là, que j'ai pas connue, puis qui est décédée quand ma mère avait 3 ans, tu sais. Décédé de la polio. Là. La fameuse polio. Qui meurt de la polio aujourd'hui? Puis l'autre jour, je voyais un meme là, de science. C'est genre, got polio? No, thanks science. Parce que genre... Ben merci. Parce qu'on s'est vacciné, puis on a trouvé un remède, puis là, on l'a pu. Fait que c'est sûr que j'ai de la difficulté avec les anti-vaccins. C'est sûr que je peux... de la misère. Il y a des certains... C'est ça, on en parle souvent de dire c'est important de s'exposer à toutes les opinions. Puis il y a certaines opinions où j'ai pas vraiment envie de m'exposer, puis que je suis assez conscient qu'il n'y aura pas de communication possible. Effectivement, c'est comme de... Tu sais, moi, dans mon processus, des fois, de documentaire sur différents projets, je suis comme, est-ce que j'ai envie d'interviewer un radicalisé? Non. Parce qu'il est encore, tu sais, une personne radicalisée qui est dans son idéologie, tu sais, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter vraiment, tu sais, à part répéter son idéologie et manipuler un peu l'information pour que ça passe bien. J'aime mieux parler à des gens qui se sont déradicalisés ou qui sont plus parlables, moins dans les extrêmes. Mais sincèrement, moi, je me fie à la science. Je crois encore au processus, je pense qu'on peut scientifique. Si on est un local science-friendly. Ah non, mais sérieux, là.
Tu sais, mettons, les sorties, là, les frasques de Lucie Laurier, mettons. Ouais. Mon frère, il checkait ça, tu disais « Hey, invitez-la à votre podcast, à faire un show. » Non. Je suis comme « Non. » Tu vas pas propager ça. C'est ça, tu peux pas propager ça. Puis, tu sais, même si tu confrontes cette personne-là, ça vient que tu donnes de l'exposure à des idées qui devraient pas en avoir. Tu sais, puis tu as un débat avec quelqu'un qui représente une infime minorité, finalement, de la pensée, tu sais, puis que son information à elle, je veux dire, elle est pas formée, là. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a aucune validation. C'est ça, tu sais. Je veux dire, l'opinion d'une personne non experte qui s'informe sur YouTube puis sur des blogs pas clairs n'a pas la même valeur qu'un consensus de gens qui font des post-docs dans un domaine. Là, mais c'est ça que je trouve un peu chiant dans cette ère de l'opinion, là, c'est que finalement, tout le monde devient expert puis coach de vie, puis tout le monde te donne des leçons, puis va te faire... C'est quand même dommage pour la pensée. On n'aime pas les intellectuels, on n'aime pas les entendre, on n'aime pas entendre les scientifiques. Ben, c'est ça que ça donne comme société à un moment donné. Il y a des revues de littérature qui se font. Il y a des gens qui font des vrais cheminements intellectuels. Ça serait le fun qu'on les entende plus, plutôt qu'on parle de jardinage, de telle vedette, etc. Là-dessus, j'adhère un peu à la perspective de Marie-France Bazot que l'état des médias aussi n'est pas très bon. Tout à fait. En ce moment, pour donner la voix aux vraies réflexions. C'est pour ça que j'ai l'impression aussi que les podcasts vont prendre de l'ampleur. Mais il y a un mais à ça. C'est qu'on peut aussi dire tout et n'importe quoi là, sur les podcasts. Puis c'est pour ça aussi. Exact. Il y a personne qui check. Nous, tu sais, mettons, on se met un devoir et une pression d'essayer d'être le plus factuel possible. Est-ce qu'on a déjà dit des choses qui étaient pas vraies sans savoir? C'est sûr. On le fait tous, tu sais. Puis il y a personne qui fact-check en arrière, tout ça. Puis ça, nous autres, on fait attention. Mais tu sais, quelqu'un, on pourrait se partir un podcast puis promouvoir des idées conspirationnistes, là, personne qui check ça. On a déjà refusé des podcasts qui s'enregistrent ici pour ça. On a déjà dit, vous ne reviendrez pas, je suis désolé. Mais, tu sais, je parlais de ça à Doom hors d'onde, mais je donnais beaucoup de conférences avant la COVID, mais il y a quelques années, puis sur les questions d'image corporelle et tout, puis des fois, j'étais comme mal à l'aise parce que les gens écoutaient trop ce que je disais, comme avaient besoin de se faire dire le chemin vers le bien-être et l'équilibre. Puis des fois, tu sais, comme plus j'étais à l'aise devant la scène, puis que je parlais puis avec assurance, j'avais l'impression que les gens... C'est ça! Ils me suivent jusqu'à la gloire! C'est ça! Non, mais c'était comme... C'est weird. Comme dans The Office, quand il fait le discours de Mussolini. Hey, non, mais j'ai une anecdote là-dessus. J'ai donné une fois une conférence en Beauce, puis c'était comme des madames d'un groupe de femmes, mais tu sais, comme plus âgées, genre 60-65 ans, mais c'est des féministes, mais peut-être un petit peu plus à droite, là, qui boivent de la Molson. Puis ils me regardent, tu sais, puis c'était comme... Puis j'étais comme... Noir, là. Comme si je voulais me passer une secte, je pourrais. Non, mais j'étais comme, pour vrai, avec on leur donne une petite Molson, puis suffit d'être convaincu, puis hop, ça y est. Mais tu sais, je me suis vue parler comme, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est très bizarre, puis je me suis dit, bon, va faire tes devoirs, là, t'es jeune, là, puis va étudier un peu, puis plutôt que de parler, là, comme si tu savais tout, là, t'as juste 22 ans, là, alors tais-toi. Mais tu sais, même aujourd'hui, je me sentirais mal à l'aise de faire ça, on dirait, non. Il y a quelque chose... J'ai eu un cours sur la théorie des genres littéraires à l'université, puis on parlait des instances de légitimisation, puis de comment c'était important dans la société d'avoir des instances de légitimisation. Puis dans ce cas-là, c'était plus, mettons, si tu publies un livre, si tu auto-publies ton livre dans ton sol, puis tu l'expédies, ça a moins de valeur que si tu es publié chez Gallimard, mettons, parce que ça, c'est une instance de légitimisation. Puis ça... à mon avis, c'est une des choses qui nous reste pour essayer de séparer les informations. Tu sais. Mettons un article que tu vas lire dans Le Devoir. Le Devoir, c'est une instance de légitimisation plus qu'un blog, j'allais dire la clique du plateau, là, mais comme plus que n'importe quel blog que tu vas pogner sur Facebook. Puis ça je pense que c'est important de remettre ça en perspective, tu sais, parce que c'est pas vrai que toutes les opinions sont égaux. C'est juste pas vrai. Tu sais, ça c'est ton opinion, puis ça c'est le mien. Ouais, mais peut-être que le mien est plus informé que le tien, là, tu sais. Puis d'avoir des instances de légitimisation, je reviens sur ça parce que je trouve que c'est vraiment une bonne
façon de le voir, je pense qu'il faut établir ça, réétablir ça. Puis après ça, qui fait la hiérarchisation de ça? Là, c'est une question up in the air quand même, mais j'ai malgré tout l'impression qu'il faut accorder plus d'importance à certaines sources d'informations qu'à d'autres. Puis, at large, faut essayer, dans nos propres choses, de devenir une instance de légitimisation par la qualité de ce que tu produis ou de ce que tu crées. Dans les médias indépendants, en tout cas, c'est sûr qu'il y a un devoir, mais tu sais, comme, c'est drôle parce que même dans le monde universitaire, ça se produit. Tu sais, on a les revues, les revues qui sont scientifiques, qui sont considérées et revues par les pairs. Et ça, c'est des revues qui sont légitimes. Tu sais, Nature a sa légitimité dans l'espace public, puis on reconnaît l'ascension puis la nécessité de ça. Mais il y a de plus en plus un phénomène de revues, effectivement, un peu obscures, qui ne sont pas revues par les pairs, donc par des scientifiques qui se font entendre et voir. Et ça, je pense que ça contribue aussi dans un monde plus scientifique. Là. C'est rendu du tout et n'importe quoi, mais il est important de garder ça en tête. Puis, moi, ça me fait un peu rire aussi. En tout cas, j'ai comme une amie qui est maintenant chroniqueuse au Devoir, puis qui est professeure, qui est devenue professeure, puis je l'ai reçue à mon podcast. Puis, je veux dire, c'est une autorité en la matière de relations internationales. C'est quelqu'un qui est en train de faire sa place dans le monde universitaire, puis qui a des idées et qui travaille fort, puis qui a un doctorat, puis qui a un post-doctorat, puis qui a fini première à Benting. En tout cas, c'est une grosse bourse post-doctorale, la plus grosse au Canada, en fait. Puis les ticounes qui viennent commenter son article sous la publication du Devoir, puis qui disent « Ouais, mais c'est qui, elle, la femme qui parle de ça? » Puis je suis juste tannée, comme fermer la section commentaires. Sérieusement, cette femme-là a beaucoup plus de légitimité que tous ces tapons-là qui viennent la mansplainer. Puis je suis tannée. De hider les commentaires, moi, j'ai de moins en moins de misère avec cette idée-là. De faire, OK, check là, ça, là, on sait que ça va amener plein de commentaires qu'on veut même pas lire parce qu'on sait qu'ils sont déjà pas crédibles de base, tu sais. Fait que moi, tu sais, on peut... Certains crieront à la censure, mais en même temps, je pense que de censurer certaines opinions quand tu es une instance de légitimisation, c'est pas mais négatif. La censure au nom de quoi? Je veux dire, là, on parle de ton territoire, on parle de ton wall Facebook, d'une propriété pas privée, mais ça t'appartient selon les codes du réseau. Je veux dire, on peut aussi en revenir de la censure. La liberté d'expression, oui, mais au Canada, elle est encadrée. On a une Charte canadienne des droits et libertés. On n'est pas aux États-Unis où c'est le 2e amendement de la Constitution qui prime sur tout. On s'est dit que s'il y avait des propos haineux, s'il y avait des propos d'harcèlement, etc., si des propos discriminatoires étaient menés dans l'espace public, on avait le droit de se questionner à savoir si ce propos-là était légitime ou pas. Donc, les gens qui sont pour la liberté d'expression par-dessus tout, s'il vous plaît, ayons en considération ce vivre ensemble-là. Sinon, ça va donner une société polluée par tout et n'importe quoi. Puis on voit ce que ça donne aux États-Unis. Je veux dire, cette liberté d'expression-là, à tout prix, amène des dérapages sérieux. C'est pas le seul et unique élément. Là. Je veux dire, l'éducation, le système d'éducation aux États-Unis est lacunaire, problématique de base. Là. Je veux dire, l'accès à l'éducation est problématique. Donc, en tout cas, bref, moi, ça me tape un peu aussi sur les nerfs, cet argumentaire-là qui revient tout le temps. Là. Mais tu sais, la section commentaires sous un article, c'est un phénomène relativement nouveau, dans le sens qu'à l'époque que tu recevais ton journal chez vous, il n'y avait pas une section commentaires en dessous. Il y avait des lettres, tu pouvais envoyer ta lettre. Tu pouvais répondre, tu pouvais en parler au monde autour de toi, mais sauf que, tu sais, mettons... Tu sais, moi, c'est rendu des fois, je vois un article passer, tu tombes juste je lis même pas, je vais voir les commentaires. Tu sais, c'est comme si on avait une valeur supérieure aux commentaires de n'importe quel ticoun, justement, comme tu dis, que sur l'article en tant que tel, quand que l'article peut bien juste exister comme ça, puis tu décides de le lire ou non, tu sais. Puis, mais je veux revenir sur le sentiment que tu avais, parce que je trouve ça super intéressant quand tu donnais des conférences, tu avais l'impression d'avoir une espèce d'autorité ou de pouvoir. C'est vraiment une grosse confidence. J'ai jamais parlé de ça. Là. Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, mettons, tu sais, toi, tu viens mal à l'aise avec ça, mais quelqu'un qui jouit à strive à ça, là, tu sais, je fais une conférence, le monde m'adule, le monde boive mes paroles, ça, bref, c'est une pente glissante en on a tous des exemples clairs dans la tête. Oui. On ne nommera personne, mais on sait c'est qui. Mais tu sais, tu vois, moi, je trouve qu'on donne vraiment trop d'importance à l'opinion des vedettes au Québec. Man.
Tu sais, c'est une vedette se prononce sur une question de politique ou là, une question souvent de santé là, ou de science. Au-delà, les vedettes, quasiment les humoristes encore les plus. Humoristes, Ah ouais. Puis tu sais, c'est comme... Ben, tu veux parler de quelque chose, tu invites un humoriste à ton émission de radio, ton émission de télé. Là. Je suis plus capable. Voyons. Laurent Turcot. Laurent Turcot qui parlait de la République de l'humour au Québec. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais... Ouais. Sujet tabou, par contre, parce que si tu abordes ça, là, tu vas te faire... Il y a des humoristes qui vont aller sur des plateaux de télé pour te bâcher. Mais tu veux parler de politique, tu es un humoriste, tu veux parler de... Mais c'est ça, c'est rendu que certains humoristes, dont un que j'ai nommé avant l'émission qu'on n'aime droppera pas, mais tu sais, qui va sur des émissions puis qui donne des genres de conseils santé basés sur pas grand-chose. Je veux dire, c'est pas un expert dans le domaine. Tu sais, je comprends pas pourquoi on accorde autant d'importance à la pensée, justement, de la vedette, là, tu sais. Puis c'est comme si on a un genre de culte de la personnalité de la vedette, puis c'est ça qui fait qu'il y a aussi des gens qui thrive, c'est ça le mot? À l'influence puis au pouvoir, ben ça dérape assez rapidement, là, tu sais, puis là, ça peut aller jusqu'à, justement, tu sais, les dénonciations. Il y a plein de monde là-dedans que c'est du monde... Ah, c'était comme des gourous qui ont du pouvoir. Les gens sont adultes, ces personnes-là. Ils s'abreuvent de leurs paroles. Puis une personne, c'est ça, ces gens-là vont abuser finalement de leur pouvoir pour tirer toutes sortes de bénéfices. Tu sais, mettons, plusieurs fois, j'en reviens là-dessus, sauf que ça m'avait marqué quand Adib Al-Khalidi était venu ici, tu sais, puis il avait dit, quand tu as du pouvoir, puis tu sais, la notoriété, puis le fait d'être connu, automatiquement, ça t'accorde un genre de pouvoir. Faut que tu te fasses l'effort conscient de ne pas l'utiliser. Tu sais, faut que consciemment, tu te restreignes, tu sais, parce que sinon, c'est ça, c'est trop facile, tu as trop d'emprise sur des gens, puis ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas... On devrait pas idolâtrer. Mais en même temps, c'est comme ça. De tout temps, je pense que c'est ce besoin-là de mettre sur un piédestal puis d'avoir des idoles, ça fait partie aussi des grands narratifs. T'sais, on a besoin de ça, on a besoin de se raconter des histoires, on a besoin de cinéma, on a Adib, besoin justement, le disait bien hier, d'admirer. tout le monde en parle. Il disait, faut que tu puisses te reconnaître dans quelqu'un puis pour aspirer vers t'améliorer. Il y a plein de personnes différentes, mais ça prend au moins des modèles qui sont là. Moi, c'était dans la Britney nature Spears. humaine. J'avais un beau modèle qui n'a pas du tout dérapé. Ça a bien été. Non, mais pour vrai, il y a peut-être 2 lectures que moi, je conseillerais là, qui m'ont marqué, mais que honnêtement, tu sais, je me rappelle plus exactement des thèses exactes de chacun. Il faudrait que je les relise, en fait. L'ère du vide de Gilles Lipovetsky, puis La culture du narcissisme de Christopher Lasch, qui viennent vraiment répondre à, je trouve, ce que tu racontes là, si tu veux. Il faudrait que je relise ça, en fait, vraiment. Parce que je trouve que ça résonne beaucoup dans l'ère actuelle. Tu sais, je veux dire, Marie-Pierre Morin, bon, ça c'était un exemple de, à mon avis, tu sais, même si elle faisait sa passe, etc., mais tu sais, de cette ascension-là peut être dangereuse aussi. Puis on dirait que là, c'est comme la chute de nos idoles, ce qui se passe en ce moment. Puis c'est la chute de tout ce fake-là. Je sais pas, on dirait que la vérité ressort aussi, puis j'ai l'impression qu'on remet en question de plus en plus ces modèles-là. Puis parlant qui sont axés sur rien, finalement, qui sont un peu l'air du vide, à mon avis. Quand tu parles d'humoristes là, qui viennent nous dire comment être heureux, là, ça, c'est... ça, j'ai de la misère. Moi, j'ai particulièrement de la misère avec ça. C'est ça. C'est connu, là. C'est connu. C'est peut-être même trop, là. Peut-être même que mon opinion peut-être même qu'il faudrait fouiller pourquoi ça me chicote autant. Il y a sûrement quelque chose à psychanalyser là-dedans. Mais parlant de liberté d'expression puis d'Adib, justement... hier, la question est venue, là, je sais pas si écoutez, on en parle, justement sur l'épisode de l'épisode de La Petite Vie, puis tout ça, tu sais, puis... Hey, j'ai même pas suivi ça. Moi, j'étais dans l'affaire Elisabeth Rioux, j'ai même pas... Il y a eu 3 controverses en même temps, là, fou, au Québec, là. Ça arrête plus. Puis, tu sais, il a quand même dit quelque chose d'intéressant, parce que, tu sais, il a quand même dit la liberté d'expression, ça reste une valeur, je pense... presque suprême, là, tu sais, puis on l'a critiqué tantôt, mais tu sais, lui disait les conséquences de restreindre la liberté d'expression sont supérieures aux bénéfices qu'on gagne de censurer certaines affaires, tu sais. Bien sûr, mais moi, je suis pas pour cette cancel culture, là. Pas du tout, en fait. Je comprends, je conçois,
mais je n'y adhère pas nécessairement. Puis ça dépend des cas. Puis en passant, c'est pas tous les militants, à mon avis, qui demandent de j'aime pas canceller, d'annuler la participation à la vie publique de quelqu'un. Tu sais, pour moi, tu sais, Marie-Pierre Morin, je pense pas que Safia Nolin a dit retirez-lui de toutes les tribunes. C'est les diffuseurs qui ont été froids et qui ont dit qui ont été en fait inquiétés par la situation, qui ont décidé de la retirer de la vie publique, de lui retirer ses sponsors, puis etc. Mais pour moi, la solution, elle se passe beaucoup plus dans le dialogue que dans l'annulation pure et simple, parce que je veux dire, à la limite, à quoi ça sert finalement? On coupe le dialogue. C'est comme Slave. Je veux dire, à un moment donné, il faut discuter, il faut parler, il faut comprendre, s'ouvrir. Puis, je pense pas que les militants demandent nécessairement d'annuler les situations, d'annuler la participation des gens. C'est pour ça que, tu sais, mettons les propos du Trisac, par exemple, tu sais. Je trouve ça dommage, je trouve ça triste qu'en mettant en 2020, cette pensée-là, qu'il y ait encore du monde que la réflexion est rendue si peu loin sur certaines affaires, puis qu'il y a autant de monde qui entendent ça, puis qui adhèrent à ça. Je trouve ça plate, mais je trouve ça quand même positif qu'il ait le droit de le dire, pour qu'on ait le droit d'y dire qu'il est dans le champ, puis d'y répondre. T'sais. Exactement. Mais en fait, c'est sain, je pense, pour la démocratie, pour avoir un véritable débat. Par contre, s'il y a un humoriste qui est accusé d'agression sexuelle, j'aurais peut-être pas l'envie d'aller le voir en show, en spectacle. J'aurais peut-être pas envie de lire ses œuvres, mais bon. Est-ce que c'est... Je pense qu'il va s'annuler soi-même. Il y a quelque chose comme ça. Mais puis après, c'est correct aussi qu'il y ait une pression sociale pour dire, est-ce que ces spectacles-là peuvent être annulés? Est-ce que leur... Mais je pense que c'est important de dialoguer quand même à travers tout ça. Et cette colère-là est légitime. Mais moi, personnellement, j'aime mieux savoir que ça existe pour dire « Ah, il y a du chemin à faire » que de faire « Non, taisez-vous. » Non, ça existe et ça fait partie de l'espace public. Puis même si je suis pas d'accord avec ça, il y a peut-être une majorité de gens qui pensent comme ça. Mais c'est ça. Tu sais, dans le fond... Il va falloir clore. Ah oui, mais tu sais, bref, mettons ces deux personnes-là. Je ne veux pas qu'on fasse leur procès, mais... En tout cas, on parle de ça. Tu sais, je veux pas nécessairement que demain matin, on exige qu'ils perdent leur job. Non. Sauf que si, mettons, eux, s'adaptent pas au, je sais pas, là, genre de valeurs plus modernes, ou je sais pas comment appeler ça, là, puis qu'il n'y a plus personne qui est interpellé par ces propos-là, puis que finalement, il n'y a plus personne qui écoute, puis que... Mais qui ont encore un micro, puis une grosse tribune. Non, mais c'est ça, tu sais, puis que qui finalement, entre guillemets, perdent leur job. C'est juste le problème, je pense que c'est que certains propos ont encore écho. Mais quand ils n'auront plus écho, il n'y aura plus les propos non plus. Je pense que ça se nourrit, c'est la poule et l'œuf aussi. Là, je pense que c'est important de diversifier nos espaces publics médiatiques. C'est fondamental. Puis là, il y a une pensée. Pour moi, là, Cube Radio, c'est comme... pas Cube Radio, mais plusieurs médias traditionnels. Il y a une pensée dominante qui fait partie de notre monde, puis qu'on entend, etc. Mais il faut diversifier, il faut avoir des acteurs issus de différents milieux. Moi, j'ai envie de voir plus de perspectives, plus de couleurs, plus de... Je suis tannée de voir toujours les mêmes vedettes qui nous parlent de jardinage. Je trouve ça inintéressant. Puis je pense que notre génération, on n'écoute pas vraiment la télé pour cette raison-là. Je veux dire, les shows d'été... de talk show que je trouve... j'allais dire mon oncle, ma tante, mais je veux pas dire ça parce que ça serait de l'angisme, mais ça ne m'intéresse pas, puis j'aimerais mieux avoir accès à des gens qu'on n'entend jamais, tu sais. Puis c'est encore une fois, c'est la richesse des podcasts, à mon avis, de donner la voix à d'autres. Des médias sociaux, en général. C'est pas pour rien qu'on écoute moins les médias peut-être traditionnels, puis c'est peut-être pour ça qu'on écoute plus, qu'on regarde plus les médias sociaux. Notre génération, je pense qu'on veut s'ouvrir, tu sais. Alors, plus de diversité, plus d'inclusivité, plus de représentativité, c'est fondamental, puis j'ai hâte de lire le livre de Marie-France Bazot là-dessus, même si j'adhère pas à tout ce qu'elle dit, puis même si j'ai trouvé ça bien plate qu'elle affirme haut et fort qu'elle n'était pas féministe il y a quelques années. C'est pas grave, j'ai envie de m'ouvrir à son point de vue là-dessus. Donc, bref, je pense que plus d'inclusion, c'est quand même une des solutions. Amen. Tout à fait. Amen. Comment qu'elle dit ça? Julie, à Occupation Double. Qu'est-ce qu'elle a dit? Amen. Comment qu'elle disait ça? Elle était comme tellement passionnée. Ça n'a pas résonné. Ça t'a pas écouté? Je l'ai écouté, mais ça t'a pas marqué. Amen-là m'a pas résonné. Moi, je trouvais qu'elle avait tellement une verve, elle était tellement là, passionnée. Non?
Hey, on n'a même pas parlé d'OD cette fois-ci, les gars. Ben écoute. Il va falloir faire un part 2, parler de Et vous, Falloir s'en êtes-vous reprendre. des leaders? Ok, non, c'est ça, c'est qu'il faut pas que tu le dises quand t'es un leader. Non, c'est Faut juste que tu leads. Faut juste que tu le dises, faut que tu passes par tes actions. C'est comme le féminisme. Exactement. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Puis Léa. j'ai commencé le podcast en disant que je vous aimais, mais je vous aime encore. Non, ben merci beaucoup. Nous aussi, on t'aime. Bye. Bye bye.